Le premier homme s'est effondré au sol avant même d'avoir entendu le bruit. Aucun avertissement, aucune hésitation, juste un plongeur avec un tablier trempé se déplaçant à travers trois tueurs armés comme s'ils étaient une fête de fumée. 12 secondes, trois quarts, zéro vérification de pouls. Daniel Cross n'a pas appelé à l'aide. Il n'a pas fui. Il est juste resté là, respirant lentement, regardant la femme qui saignait sur le sol de la cuisine. Un nom valant 1 milliard de dollars, tremblant comme un enfant. Et la seule chose qu'il a dite fut « Ne bougez pas, je vais chercher des serviettes ». Qui est cet homme? Et pourquoi le fait de lui sauver la vie ressemble-t-il à la signature de son propre arrêt de mort? Laissez le nom de votre ville en commentaire. Je veux voir jusqu'où cette histoire va voyager. Abonnez-vous et suivez-moi dans cette aventure. Celle-ci va nous mener jusqu'au bout. La nuit où Daniel Cross a failli laisser une femme mourir a commencé comme tous les mardis soirs, avec un sol couvert de graisse, un évier qui sentait les vieilles palourdes et le dessin au crayon d'un enfant de 6 ans plié dans sa poche arrière. Le dessin représentait une maison, jaune avec une porte rouge, deux bonnes chums allumettes devant. Un grand, un tout petit. Lily avait écrit « Moi et papa en haut » de son écriture soignée et sérieuse. La façon dont elle écrivait tout, comme si chaque mot méritait le respect. Daniel le gardait dans sa poche à chaque service. C'était la raison pour laquelle il venait travailler. C'était la raison pour laquelle il faisait profil bas. C'était la raison pour laquelle il ne se laissait jamais, au grand jamais, voir. Pendant 5 ans, Daniel Cross n'avait été qu'un fantôme qui touchait un salaire. Il faisait la plonge chez Arden, un de ces restaurants de Manhattan où les menus dégustation coûtaient 400 $ par assiette et où les serveurs gagnaient plus en pourboire un vendredi soir que Daniel en un mois. Ça ne le dérangeait pas. Ce qui le dérangeait, c'était le bac à graisse sous l'évier de préparation et la façon dont le chef Moreau jetait les plaques de cuisson quand les soufflets retombaient. Il était dérangé par la façon dont son dos lui hurlait dessus après un double service. Mais il ne se souciait pas de l'argent, ni des heures, ni de l'invisibilité. L'invisibilité était le but. Cross. La sous-chef, une femme au visage anguleux nommée Priya, se pencha par le passe-plat. La grande table dans le salon privé a commandé l'expérience cuisine complète. Ça veut dire qu'on reste tard. Tu restes? Ouais, dit Daniel sans lever les yeux du panier qu'il chargeait. T'es sûr? Je croyais que tu avais ta fille ce soir. Elle est chez Madame Reyes jusqu'à 21 heures. C'est bon pour moi. Priya le regarda une seconde de plus que nécessaire. Elle faisait ça parfois. Daniel ne le reconnaissait jamais. Il continuait juste à charger le panier, gardant son visage neutre, ses épaules détendues. Elle passa à autre chose. La cuisine a tourné à plein régime jusqu'à 20h30. Puis le salon privé a commandé le dessert et les choses ont ralenti. Les cuisiniers ont commencé à nettoyer leur poste. Le plongeur, l'autre plongeur, un jeune nommé Marco, s'était déclaré malade, ce qui signifiait que Daniel gérait seul les deux côtés de la plonge, ce qu'il faisait depuis 18 heures sans se plaindre. Il avait le bras plongé jusqu'au coude dans un bac en inox quand il a entendu la porte de derrière. Pas un coup, pas le bruit habituel d'une livraison. Le son était anormal, rapide et délibéré, comme quelqu'un qui avait déjà utilisé cette porte, mais pas pour livrer quoi que ce soit. Les mains de Daniel s'immobilisèrent dans l'eau, 3 paires de pas, des semelles dures, espacées. Il ne se retourna pas, il garda les mains dans l'évier. Ses yeux se déplacèrent vers la surface en acier inoxydable de la hotte au-dessus de lui, incliné juste assez pour lui montrer le reflet du couloir derrière. 3 hommes, vêtements sombres. L'un d'eux avait un sac sur l'épaule qui semblait trop lourd pour des outils. Les 2 autres avaient les mains le long du corps, les doigts détendus et prêts, d'une manière que Daniel reconnaissait d'une vie qu'il avait essayé très fort d'enterrer. Des professionnels. Il laissa échapper une lente respiration par le nez. Pas ce soir, s'il vous plaît, pas ce soir. Mais les hommes n'étaient pas là pour lui. Ils passèrent devant le couloir de la cuisine sans regarder le plongeur dans son tablier mouillé. Ils se dirigeaient vers le salon privé, et Daniel savait qui était dans le salon privé. Il l'avait entendu lors du briefing du personnel avant le service. Une demi-douzaine de noms qu'il avait laissé glisser dans sa tête sans s'y attarder. Sauf un. Evelyn Hayes, PDG de Hayes Capital Group. Il avait vu son nom sur les couvertures de magazines dans la salle de pause. 41 ans. 17 milliards d'actifs sous gestion. Le genre de femme qui rendait les autres personnes puissantes nerveuses,
rien qu'en entrant dans une pièce. Elle était dans le salon privé avec 2 assistants, terminant un repas qui coûtait plus que le loyer mensuel de Daniel. Et 3 hommes avec de mauvaises intentions étaient à 12 mètres d'elle. Daniel retira ses mains de l'évier. Il les essuya sur son tablier, lentement, de la manière dont un homme le fait quand il est en train de décider quelque chose. Il baissa les yeux sur le dessin plié dans sa poche. Maison jaune, porte rouge, moi et papa. Il ferma les yeux pendant exactement une seconde. Puis il se mit en mouvement. Il ne courut pas. Courir faisait du bruit, et le bruit supprimait le seul avantage qu'il avait, à savoir qu'il ne savait pas qu'il existait. Il se déplaça le long du mur, rapide et plat, comme l'eau trouve le point le plus bas. Il passa par le couloir de stockage sec, devant les casiers à vin, et sortit de l'autre côté du salon privé, près de l'entrée de service. Il pouvait entendre des voix à travers la porte. Madame Hayes, une voix d'homme, calme, presque polie. La voix de quelqu'un qui avait déjà fait ça et trouvait ça routinier. Aucune raison de faire un drame. Levez-vous lentement. Une voix de femme, contrôlée, mais il pouvait entendre la fêlure en dessous. Je ne sais pas ce que vous pensez que vous, le sac, le téléphone et la clé que vous transportez. Nous sommes au courant pour la clé. Daniel se plaqua contre le cadre de la porte. Il regarda par l'interstice. Il pouvait voir les 3 hommes. Un se tenait près du mur du fond, près des 2 assistants qui étaient attachés à leur chaise avec des serre-câbles et blancs de peur. Un couvrait l'entrée de la pièce et un se tenait directement au-dessus d'Evelyn Hayes, assez près pour l'attraper. L'homme au-dessus d'Evelyn avait une arme de poing avec un silencieux. Canon court. Du sur-mesure. Evelyn était toujours assise. Ses mains étaient sur la table. Elle n'avait pas bougé. Et Daniel, même à ce moment-là, avec son pouls qui battait fort dans ses oreilles, remarqua quelque chose chez elle auquel il penserait plus tard. Elle ne pleurait pas. Sa mâchoire était serrée comme celle d'une femme qui décide de quelque chose, pas qui s'y abandonne. Elle essaie de gagner du temps, pensa-t-il, en espérant que quelqu'un l'entende. Personne ne l'avait entendu. 3 hommes, l'un était trop à gauche, il devrait s'occuper du plus proche en premier. Créer le chaos, utiliser les secondes qu'il gagnerait. L'homme près du mur était l'angle le plus dangereux, mais Daniel arriverait d'un angle mort. Celui à l'entrée était un problème. Il se retournerait au bruit. Daniel arrêta de calculer. « Tu recommences », se dit-il. Il ferma les yeux. Une respiration. « Tu as tourné la page. Tu as une fille. Tu as une vie. » Il ouvrit les yeux. Evelyn Hayes regardait directement l'interstice de la porte. Elle l'avait vu. Ses yeux étaient une sombreté très immobile, et ils croisèrent les siens pendant exactement une demi-seconde. Et dans cette demi-seconde, quelque chose traversa son visage qui n'était ni de la peur, ni de l'espoir. C'était de la reconnaissance, comme si elle regardait quelque chose dont on lui avait dit que ça n'existait plus. Daniel poussa la porte. Ce qui s'est passé ensuite a duré 11 secondes. Plus tard, quand il a essayé de le reconstituer, il n'a pas pu séparer la séquence clairement. Ce n'était pas comme pensé. C'était comme la façon dont ses mains connaissaient le schéma de chargement des paniers après 5 ans. Pur muscle, pur réflexe. Le corps faisant ce pourquoi il avait été entraîné, tandis que l'esprit se mettait de côté et regardait. L'homme le plus proche de lui s'est tourné le premier. Daniel était déjà à l'intérieur de sa garde. Il n'a pas tant frappé l'homme qu'il ne l'a redirigé. Une paume vive sur l'articulation du coude. Une rotation qui a utilisé l'élan de l'homme. L'arme a dévié, le corps de l'homme utilisé comme pivot. L'arme a tiré une fois dans le plafond, le son étouffé en un claquement sec. Et puis l'homme était à terre et Daniel avait l'arme. L'homme près du mur levait le bras. Daniel lui a jeté l'arme au visage, non pas pour le frapper, mais pour le faire sursauter, le faire cligner des yeux, gagner un quart de seconde. C'était suffisant. Daniel a traversé la pièce en 3 enjambées et l'a frappé une fois, fort, à la gorge. L'homme est tombé à genoux, faisant un bruit de gargouillis. L'arme est tombée. Le 3e homme, celui près de l'entrée, s'était retourné et levait son arme à 2 mains, une prise entraînée et stable, et Daniel n'allait pas pouvoir couvrir la distance à temps. Evelyn Hayes a saisi le lourd centre de table en bronze, un chandelier massif de 30 cm, et l'a fracassé sur l'arrière du crâne de l'homme. Il s'est effondré d'un coup, sans os, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Silence. Daniel se tenait au milieu de la pièce, la poitrine bougeant à peine, les 2 armes au sol, 3 hommes à terre,
tous respirant, aucun d'eux n'allant nulle part de sitôt. Evelyn se tenait debout, tenant le chandelier. Il y avait du sang dessus. Il y avait du sang sur sa manche. Elle a regardé l'homme à ses pieds, puis a levé les yeux vers Daniel. Oh, Maguinay, Daniel a dit d'une voix qui tremblait à peine. Vous êtes le plongeur. Oui, madame. Vous venez de... Elle s'est arrêtée. Elle a posé le chandelier sur la table très soigneusement. Vous venez de neutraliser 3 hommes armés en... Environ 11 secondes, à peu près. Il se déplaçait déjà vers les 2 assistants attachés. Vous avez un couteau? Quelque chose de tranchant? L'une des assistantes, une jeune femme d'une vingtaine d'années, le mascara coulant sur ses 2 joues, le regarda avec des yeux immenses. Mon sac. Il y a un coupe-papier dans mon sac. Apportez-le-moi. Evelyn l'a apporté. Elle le lui a donné sans se faire prier, et Daniel a remarqué ça aussi, qu'elle ne s'était pas figée, ne s'était pas effondrée, n'était pas restée là à attendre qu'on lui dise quoi faire. Elle a agi. Il a coupé les serre-câbles. Il a vérifié les 2 assistants pour voir s'ils étaient blessés. L'un avait une coupure au poignet à force de se débattre. Il a pressé une serviette en lin dessus et lui a dit de la tenir. « Nous devons appeler la police », a dit Evelyn. Oui. Il essuyait déjà les poignées des armes avec son tablier. Pas parce qu'il prévoyait de disparaître, ou peut-être parce qu'il n'était pas encore sûr. Vieux instinct, vieilles habitudes. Ne pas laisser d'empreinte, ne pas être placé sur les lieux. Evelyn l'a regardé faire. Elle n'a rien dit. « Vous devriez appeler avec votre téléphone », a-t-il dit. « Dites-leur que 3 intrus ont été maîtrisés, aucune victime. Salon privé chez Ardent. Ils connaîtront l'adresse. Et que dois-je leur dire sur l'homme qui a neutralisé 3 professionnels à main nue, puis a essuyé les armes? » Daniel la regarda. « Dites-leur qu'un cuisinier a vu ce qui se passait et est intervenu. » Elle pencha légèrement de la tête. « Un cuisinier? Un plongeur. » Quelque chose a changé dans son regard. « Quel est votre nom? » Il a hésité pendant exactement le temps qu'il faut pour décider que quelque chose est déjà décidé. « Daniel, » a-t-il dit. « Daniel Cross. » La police est arrivée en 9 minutes, 2 voitures de patrouille, puis un détective, puis, parce qu'Evelyn Hayes était Evelyn Hayes, un superviseur et un enquêteur en civil que Daniel n'a pas reconnu, qui se tenait dans un coin sans se présenter et qui observait Daniel avec l'attention silencieuse d'un homme qui rédige un rapport dans sa tête. Daniel a fait sa déposition simplement. Il n'a pas embelli. Il n'a rien expliqué au-delà des faits. 3 hommes sont entrés par l'entrée de service. Il les a vus à travers la porte. Il est intervenu. Il n'a pas été blessé. « Une formation? » a demandé le détective. « Un homme costaud, la cinquantaine, le genre de flic qui en avait vu assez pour que plus rien ne le surprenne, mais que tout l'intéresse. »« Un peu, » a dit Daniel. « Militaire? »« Un peu. » Le détective l'a noté et n'a pas insisté. L'homme en civil dans le coin, cependant, continuait de regarder. Daniel a vérifié son téléphone. 20h47. Il devait aller chercher Lily avant 21h. « Je peux y aller? » a-t-il demandé. Le détective a regardé son superviseur. Le superviseur a hoché la tête. « Nous vous contacterons si nous avons besoin de quoi que ce soit d'autre. Ne partez pas n'importe où. » Daniel a failli dire « Je ne le fais jamais. » Il ne l'a pas fait. Il enfilait sa veste dans le couloir arrière quand Evelyn Hayes est apparue à la porte. Elle avait changé de veste. Quelqu'un lui en avait apporté une propre, de la manière dont les gens avec du personnel semblent toujours avoir ce dont ils ont besoin sans demander. Ses cheveux étaient de nouveau en ordre. Si vous n'aviez pas été dans cette pièce, vous n'auriez su que rien ne s'était passé, sauf ses mains. Ses mains n'étaient toujours pas tout à fait stables. « Monsieur Cross? » Il s'est arrêté. « Je veux vous remercier, » a-t-elle dit. « Correctement. Ce que vous avez fait là-dedans, vous avez fait la dernière partie vous-même. » Elle a presque souri. « J'ai lancé un chandelier, 5 kilos de bronze massif au moment exact. Ce n'est pas rien. » Elle le regarda un long moment. « J'aimerais vous dédommager, officiellement. Vous m'avez sauvé la vie et je... Ce n'est pas nécessaire. Je sais que ce n'est pas nécessaire. Je dis que je veux le faire. Madame Hayes. » Il a gardé sa voix égale, pas froide mais claire. « J'ai une fille à aller chercher. Tout va bien. Je suis contente que vous alliez bien. » Il a commencé à partir. Daniel, sa voix l'a de nouveau arrêté. Il ne savait pas pourquoi il s'était arrêté.
On lui avait appris à ne pas s'arrêter quand quelqu'un l'appelait par son nom, mais il l'a fait. Qui que vous étiez avant de devenir plongeur, dit-elle doucement, ils vont découvrir ce qui s'est passé ce soir. Il la regarda par-dessus son épaule. Ils le savent déjà, a-t-elle continué. Ceux qui ont envoyé ces hommes, ils ont des yeux, ils ont des enregistrements. Et quand ils verront la vidéo des caméras de ce restaurant, il n'y a pas de caméras dans le salon privé. Les caméras du couloir. Ils savaient déjà pour les caméras du couloir. Ils s'étaient déplacés le long du côté aveugle du couloir, par habitude. Elle ne le savait tout simplement pas. Vous ne risquez rien, a-t-il dit. Je ne m'inquiète pas pour moi. Elle a soutenu son regard. Est-ce que ça va aller pour vous? C'était une question si précise, pas est-ce que vous allez bien? Comme les gens le demandent après quelque chose d'effrayant. Est-ce que ça va aller pour vous? Comme si elle comprenait exactement de quel genre de problème il s'agissait. Il a gardé la question dans sa poitrine un moment. Ouais, a-t-il dit. Il est sorti dans la nuit de Manhattan, 20h51. L'air était froid et sentait les gaz d'échappement et le vieux bitume, et quelque part dans la rue voisine, un taxi klaxonnait, et la ville était bruyante, indifférente et énorme. Et Daniel Cross la traversa comme un homme qui venait de se souvenir de quelque chose qu'il avait passé 5 ans à essayer d'oublier. Madame Reyes vivait à 3 rues de leur appartement, au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur, qui sentait le sofrito et le vieux bois. C'était une femme dominicaine de 70 ans qui avait décidé, en rencontrant Daniel 2 ans plus tôt, qu'il était un homme décent qui portait quelque chose de trop lourd et que le moins qu'elle puisse faire était de garder sa fille les soirs où il travaillait tard. Il a frappé 2 fois. Elle a ouvert la porte en robe de chambre, un sourcil levé. « Tu as 2 minutes de retard. »« Je sais, je suis désolé. » Elle a étudié son visage. Ses yeux étaient vifs comme le deviennent les yeux des vieilles femmes qui ont survécu à assez de bêtises pour les reconnaître à vue. « Tu vas bien? » Longue journée de travail. Elle le regarda une seconde de plus, puis s'écarta. Elle est dans le salon. Elle s'est endormie avec les crayons de couleur. Il a trouvé Lily sur le canapé, recroquevillée sur le côté, la joue sur ses mains jointes, une boîte de crayons de couleur serrée contre son ventre comme un animal en peluche. Elle portait son pyjama bleu avec les petites étoiles blanches. Ses cheveux étaient lâches autour de son visage. Daniel est resté dans l'embrasure de la porte, la regardant un moment. Maison jaune, porte rouge. Il l'a prise dans ses bras sans la réveiller. Elle a légèrement bougé, a fait un petit bruit, puis s'est blottie contre son épaule avec la confiance désossée d'un enfant endormi. « Papa, » murmura-t-elle. Pas une question, juste une confirmation. Il était là, ce qui était de la réponse à toutes les questions qu'elle posait en dormant. « Ouais, ma puce, » dit-il doucement. « Je suis là. » Il a remercié Madame Reyes à la porte. Elle lui a mis dans les mains une assiette emballée dans du papier d'aluminium, du riz et des haricots, un morceau de poulet, et lui a dit de manger quelque chose parce qu'il avait l'air maigre. Il l'a remercié à nouveau et elle lui a fait signe de partir. Et il a porté Lily en bas des 3 étages d'escalier et dans la nuit froide. En rentrant à pied, Lily lourde et chaude contre son épaule, Daniel s'est autorisé à faire ce qu'il avait retenu depuis le restaurant. Il s'est autorisé à y penser clairement. 3 hommes, armes avec silencieux, entraient propres par la porte de service. Ils connaissaient la disposition des lieux. Ils savaient pour la clé, ce qui signifiait qu'ils avaient des informations internes. Ce n'était pas un vol au hasard, c'était un contrat, planifié, financé et qui a failli réussir. La question qui le préoccupait n'était pas de savoir qui les avait envoyés. La question qui le préoccupait était de savoir qui surveillait le résultat. Parce qu'Evelyn avait raison. Ceux qui avaient envoyé ces hommes savaient que l'opération avait échoué. Et ils se demanderaient pourquoi. Et quand ils récupéreraient les enregistrements existants, ou interrogeraient le personnel, ou feraient une recherche sur le nom de Daniel Cross, il s'arrêta de marcher. Il se tenait sur le trottoir dans le froid, Lily endormie sur son épaule. Et il y pensa clairement pour la première fois. Daniel Cross n'était pas censé exister. Ce nom, cet appartement, ce travail, tout cela avait été construit sur des papiers que quelqu'un, 5 ans plus tôt, avait pris grand soin de fabriquer. Un numéro de sécurité sociale associé à un homme qui avait passé 3 ans à Chicago et 2 à Boston, qui n'avait jamais servi dans aucune branche de l'armée, n'avait jamais eu d'habilitation de sécurité, n'avait jamais
dans aucun dossier officiel, fait une seule chose digne d'être remarquée. Un fantôme qui touchait un salaire. Le nom était propre. L'historique était impeccable. Il avait été prudent, mais il venait de neutraliser 3 professionnels armés en moins de 12 secondes devant des témoins. Et il y avait une femme très puissante, très intelligente, qui l'avait regardé avec reconnaissance. Il se remit à marcher. C'est bon, se dit-il, c'est maîtrisé. Personne ne vérifie les antécédents d'un plongeur qui a eu de la chance. Il y a presque cru. Il a mis Lily au lit. Il a mangé la nourriture de Madame Reyes debout au comptoir de la cuisine, froide parce qu'il n'a pas pris la peine de la réchauffer. Il s'est lavé les mains 2 fois, même s'il les avait déjà lavées au restaurant, parce qu'il y a des choses que l'on fait par instinct quand on a vécu un certain type de vie. Puis il s'est assis à la table de la cuisine dans le silence. Et il a regardé le dessin de la maison jaune qu'il avait déplié et posé à plat sur la table. Il est resté assis là pendant un long moment. À 23h47, son téléphone a vibré. Numéro inconnu, il a décroché. « Monsieur Cross ?» Une voix de femme posée, prudente. « C'est Evelyn Hayes. Je m'excuse pour l'heure. » Il resta silencieux un moment. « Comment avez-vous eu ce numéro? »« J'ai des ressources. » Une pause. « Ce n'est pas censé être menaçant. » « Ça ne l'est pas. » Il a gardé sa voix égale. « De quoi avez-vous besoin? »« J'ai besoin de vous dire quelque chose, et j'ai besoin que vous l'entendiez avant de l'apprendre par quelqu'un d'autre. » Une autre pause, plus courte cette fois, comme si elle décidait de ce qu'elle devait dire. « Les hommes de ce soir, je sais qui les a envoyés. » Daniel ne dit rien. « C'est mon oncle, » dit Evelyn. « Richard Hayes. » Il a digéré l'information. Il contrôle environ 40% du conseil d'administration, a-t-elle continué. Il essaie de me pousser dehors depuis 2 ans. Apparemment, il a décidé d'accélérer le processus. Sa voix était sèche, d'une manière qui sonnait comme une armure. La clé qu'ils ont mentionnée, ce sont des dossiers financiers cryptés, des preuves que Richard a liquidé des actifs de l'entreprise et déplacé les fonds à l'étranger. Si je peux la livrer à l'associé, Madame Hayes. Oui? Pourquoi me dites-vous ça? Le silence cette fois était différent, plus long. Quand elle a repris la parole, quelque chose dans sa voix avait changé. Moins posée, plus humaine, comme si elle déposait quelque chose de très lourd. « Parce que j'ai fait une recherche sur votre nom, » dit-elle doucement. « Ce que j'ai trouvé était très propre, trop propre, et l'homme que j'ai vu dans cette pièce ce soir, la façon dont vous avez bougé, la façon dont vous avez pensé, la façon dont vous avez fait ce que vous avez fait sans hésiter, cet homme est un type d'histoire très spécifique. » Daniel fixa le dessin jaune sur la table. « Je ne sais pas qui vous étiez avant, » dit Evelyn, « et je ne demande pas. Mais Richard sait que vous existez maintenant, et Richard Hayes ne laisse pas de témoin. » La main de Daniel était très immobile sur le téléphone. « Il va s'en prendre à vous, » dit-elle. « Je pensais que vous méritiez de le savoir. » Il regarda vers le couloir, vers la porte fermée derrière laquelle Lily dormait avec ses crayons de couleur. « Merci, dit-il. Qu'allez-vous faire? » Il pensa à la maison jaune, à la porte rouge, aux 2 bonshommes allumettes. Il pensa aux 11 secondes dans un salon privé, à un chandelier frappant l'arrière du crâne d'un homme et à une femme aux mains tremblantes lui demandant « Est-ce que ça va aller pour vous? »« Je vais m'assurer que ma fille est en sécurité, » dit-il. Et après ça, il plia soigneusement le dessin, le mit dans sa poche. « Après ça, » dit Daniel Cross, « je vais mettre fin à tout ça. » Il n'a pas dormi cette nuit-là. Il est resté assis dans la cuisine sombre jusqu'à 4 heures du matin, écoutant les bruits de l'immeuble, les tuyaux, la rue, le vent, et il a pensé à tout ce à quoi il avait passé 5 ans à ne pas penser. Et quelque part à travers Manhattan, dans un penthouse qui occupait les 3 derniers étages d'un immeuble que sa société possédait, Richard Hayes était au téléphone avec quelqu'un. La voix basse et contrôlée, prononçant des mots qui, si Daniel les avait entendus, auraient tout confirmé. Richard a dit « Découvrez qui il est. » Une pause. « Tout, » a dit Richard, « et trouvez la fille. » Daniel était debout avant que la ville ne se réveille. Il a fait du café à 5 heures du matin, comme il le faisait toujours. 2 cuillères, passe de sucre, debout au comptoir pendant qu'il infusait. Mais rien d'autre ce matin-là n'était pareil. Il bougeait différemment. Pas de manière évidente. Pas d'une manière qui aurait été visible pour quelqu'un qui regardait par une fenêtre.
Mais l'immobilité en lui avait changé de qualité pendant la nuit. Ce n'était pas l'immobilité d'un homme au repos. C'était l'immobilité d'un homme qui avait déjà fait le calcul et attendait que les maths rattrapent le retard. Il a préparé un sac pour Lily pendant qu'elle dormait. Juste le nécessaire. 3 jours de vêtements, son lapin en peluche préféré, la petite photo qu'elle gardait sur sa table de chevet 2-2 à Coney Island. Lily tenant une pomme d'amour 2 fois plus grosse que son visage. Il a posé le sac près de la porte d'entrée. Puis il est retourné à la cuisine et a écrit 2 numéros de téléphone sur un morceau de papier et l'a plié dans son portefeuille. À 6h15, Lily est sortie de sa chambre en pyjama étoilé, les cheveux en bataille, traînant le lapin en peluche par une oreille. « Papa, tu n'as pas dormi. »« J'ai dormi un peu. » Elle le regarda avec la sévérité particulière d'une enfant de 6 ans qui sait quand on l'aménage. « Tu as ton visage de réflexion. J'ai mon visage normal. » Non. Elle grimpa sur la chaise de la cuisine et posa ses coudes sur la table. « Ton visage normal est plus détendu. Celui-ci, c'est celui où tu penses à quelque chose et tu ne veux pas que je le sache. » Daniel regarda sa fille un moment. Il pensa, pas pour la première fois, qu'elle était trop perspicace pour son propre bien et qu'elle tenait ça de quelqu'un dont il ne se permettait plus de prononcer le nom à voix haute. « J'ai besoin que tu restes avec Madame Reyes pendant quelques jours, dit-il, à partir de ce matin. »« Pourquoi? » »« Des trucs de travail. »« Quel genre de truc de travail te fait préparer mon sac à 5 heures du matin? » Il s'assit en face d'elle. Il posa ses mains à plat sur la table et la regarda comme il le faisait toujours quand il était sur le point de lui dire quelque chose de vrai au lieu de quelque chose de facile. Elle se redressa. C'était leur signal. Les mains sur la table, ça veut dire que la vérité arrive. « J'ai aidé quelqu'un hier soir, dit-il, et ça a compliqué les choses pendant un moment. Pas pour toujours, juste pour un moment. Et pendant que je règle ça, j'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. Et j'ai besoin que tu restes près de Madame Reyes et que tu n'ailles nulle part où elle ne t'emmène pas. Tu peux faire ça? » Lily resta silencieuse un moment. Elle baissa les yeux sur son lapin, puis elle releva les yeux vers lui. « La personne que tu as aidée va bien? » « Elle va bien. »« Bien. » Elle hocha la tête très sérieusement. « D'accord, je resterai avec Madame Reyes. » Il lui a préparé le petit déjeuner. Des pancakes, parce que le mardi était le jour des pancakes, et il n'allait pas laisser le monde s'effondrer interférer avec les pancakes du mardi. Elle en a mangé 3 et a donné un coin du 4e au lapin, et Daniel la regardait en gardant son visage détendu comme d'habitude. Il l'a accompagnée à la porte de Madame Reyes à 7h30. Madame Reyes a jeté un coup d'œil au visage de Daniel et n'a posé aucune question. Elle a juste posé brièvement sa main sur son bras de cette manière silencieuse qu'elle avait et a dit « Elle est bien ici. Fais ce que tu as à faire. » Il a embrassé Lily sur le haut de la tête. Elle l'a serré fort autour de la taille, rapidement. Et puis elle est entrée sans se retourner. Parce qu'elle avait appris, comme les enfants qui aiment des pères prudents l'apprennent, que se retourner rend le départ plus difficile. Daniel est resté dans le couloir un moment, après que la porte se soit fermée. Puis il est allé voir à quel point la situation était grave. Il a appelé Evelyn depuis une cabine téléphonique. Il y en avait encore 2 à moins de 6 rues de son appartement. Il les avait repérées toutes les 2 des années auparavant, de la même manière qu'il repérait chaque sortie, chaque angle mort, chaque endroit où se tenir sans que personne ne puisse s'approcher par derrière. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles si vite, » a-t-elle dit. « J'ai besoin de savoir ce que Richard sait. Pas ce que vous pensez qu'il sait, ce que vous savez avec certitude. » Une courte pause. « Il y a quelqu'un à l'intérieur de mon entreprise, depuis au moins 8 mois. J'ai essayé de les identifier. Hier soir n'était pas improvisé, Daniel. Ils connaissaient mon emploi du temps, ils connaissaient le restaurant, ils savaient pour la clé. C'est 3 niveaux d'information interne. Qui a accès aux 3? Réduit à 4 personnes, l'une d'elles est mon assistante depuis 6 ans. Sa voix est restée stable, mais il pouvait entendre ce que ça lui coûtait. Je n'ai encore confronté personne. Ne le faites pas, pas avant de savoir avec certitude. Il a changé le téléphone d'oreille. La clé, où est-elle maintenant? Sur moi. Une pause sèche. Je ne suis pas une amatrice, Monsieur Cross. Je sais que vous ne l'êtes pas. Je demande parce que c'est la seule chose qui nous maintient tous les 2 en vie en ce moment. Tant que Richard pense que vous l'avez et qu'il ne l'a pas eu,
il y a une raison de vous garder en vie. Au moment où il croira que vous l'avez transmise ou qu'elle a été copiée, il accélérera. Elle l'a dit platement, comme si elle y avait déjà pensé elle-même. Oui, silence sur la ligne, bruit de la ville en fond sonore de son côté. Elle était déjà en mouvement, déjà sortie dans la matinée. Bien, elle n'attendait pas. « De quoi avez-vous besoin de moi ?» a-t-elle demandé. « Du temps, 2 jours, peut-être 3. J'ai besoin de comprendre à quoi j'ai affaire avant de m'engager dans quoi que ce soit. » Richard ne va pas vous donner 2 jours, il est déjà en mouvement. J'ai vu 3 blocs de calendrier inhabituels apparaître dans son agenda depuis minuit. Ça veut dire des réunions qu'il ne veut pas voir enregistrées. Alors je devrais bouger plus vite. Il laissa échapper un souffle par le nez. Une dernière chose, l'homme qui observait la pièce hier soir, celui en civil, il n'était pas du NYPD. La pause qui a suivi lui a dit qu'elle l'avait remarqué aussi. Non, il ne l'était pas. Qui était-ce? Je ne sais pas, a-t-elle dit, et ça m'inquiète plus que Richard pour être honnête. Daniel a classé ça et l'a laissé de côté. Je vous tiendrai au courant. Daniel. Elle a dit son nom comme quelqu'un le dit quand il est sur le point de dire quelque chose qu'il a hésité à dire. Je veux que vous sachiez que ce que je vous demande, ce dans quoi je vous entraîne, je comprends ce que ça coûte. Je l'ai compris hier soir quand je vous ai appelé. Je ne prends pas ça à la légère. Il a pensé à Lily à la porte de Madame Reyes, le serrant autour de la taille. Vous ne m'avez entraîné dans rien, a-t-il dit. Je suis entré de mon propre chef. Hier soir, peut-être. Mais ce matin, vous êtes toujours là. Ouais, a-t-il dit. Je le suis. Il a raccroché. L'homme s'appelait Victor Rees et il travaillait pour Richard Hayes de la manière dont certains hommes travaillent pour certains autres hommes. Pas par loyauté, pas par idéologie, mais par la vérité propre, simple et transactionnelle, que Richard Hayes payait mieux que quiconque et posait moins de questions sur la méthode. Daniel ne connaissait pas encore son nom, mais il connaissait le type. Il avait grandi entouré de ce type. Il avait côtoyé des hommes comme ça dans une autre vie assez longtemps pour comprendre exactement comment ils pensaient et exactement ce qu'ils feraient ensuite. Ils feraient la même chose que Daniel si les rôles étaient inversés. Ils découvriraient tout. Rapide, efficace, sans mouvement gaspillé. Nom, adresse, antécédents, vulnérabilité. Et si les antécédents revenaient propres, de la manière qui déclenche des alarmes chez les gens qui savent ce que signifie trop propre, ils creuseraient en dessous, ce qui signifiait que Daniel avait peut-être 36 heures avant que quelqu'un ne commence à tirer sur les fils. Il a passé la matinée à se déplacer, pas à fuir. Fuir, c'était la panique, et la panique vous rendait négligent. Il se déplaçait avec un but, systématiquement, cochant tout sur une liste mentale qu'il avait assemblée pendant les 4 heures où il était resté assis à sa table de cuisine la nuit précédente. Il a sorti un deuxième téléphone d'un coffre-fort qu'il gardait scotché à l'intérieur de son placard et l'a activé. Il a transféré un numéro de mémoire. Il est allé dans une banque à 3 quartiers de là et a retiré de l'argent en 3 transactions distinctes. Rien d'assez important pour être signalé. Il a changé de veste. Il a mis un chapeau. Rien de tout cela n'était dramatique. Rien de tout cela n'aurait semblé être quoi que ce soit pour quelqu'un qui passait par là. Ça ressemblait à un homme qui faisait des courses. C'était le but. À 11 heures du matin, il était assis dans un café du West Side quand le deuxième téléphone a sonné. Il a décroché. « Tu as mis le temps. » J'ai mis. L'homme à l'autre bout du fil a ri, un rire court et sec. « Tu as disparu de la carte pendant 5 ans et ta première phrase, c'est « Tu as mis le temps. » Bonjour, Marcus. Bonjour, Daniel. Où c'est Cross maintenant? Parce que je regarde un Daniel Cross qui a déménagé de Boston à Manhattan il y a 4 ans. Plongeur, une personne à charge. Et je regarde aussi une équipe de 3 hommes qui a été hospitalisée hier soir dans un restaurant de Midtown. Et ces 2 choses ont un chevauchement inhabituel. Marcus Webb avait été le contact de Daniel pendant 6 ans dans une vie antérieure. Il était maintenant, officiellement, un consultant en sécurité privée basé en Virginie. Officieusement, il était toujours l'homme le plus connecté que Daniel connaissait et le seul en qui il avait assez confiance pour appeler quand le monde commençait à s'effondrer. « J'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi, » a dit Daniel. Avant d'en arriver là, la voix de Marcus a baissé d'un ton. « Comment va Lily? »« En sécurité. Elle est avec la voisine. »« Bien. » Une pause. « C'est grave à quel point? »
Richard Hayes a engagé l'équipe. Il a une source interne chez Hayes Capital. Il est au courant d'une clé avec des preuves financières. Il sait que j'existe maintenant, ce qui signifie qu'il va tirer sur ce fil. Et quand il le fera, ta couverture tient. Je l'ai construite moi-même. Pour une vérification d'antécédents, oui. Pas pour quelqu'un avec des ressources sérieuses et une raison spécifique de regarder. Marcus resta silencieux un moment. Daniel pouvait l'entendre penser. La qualité particulière du silence qui signifiait qu'il avait déjà 3 coups d'avance et qu'il triait lequel dire en premier. De quoi as-tu besoin? Tout ce que tu peux trouver sur le dispositif de sécurité actuel de Richard Hayes. Qui il utilise, combien, d'où il opère. L'homme qu'il avait dans la pièce hier soir en civil, fin de la quarantaine, cheveux grisonnants aux tempes, gaucher d'après sa posture, pas un policier. Intéressant. Marcus était déjà en train de taper. Daniel pouvait l'entendre. Donne-moi 4 heures. 2. Daniel. 2 heures, Marcus, s'il te plaît. Un autre silence. D'accord, 2 heures. Et quand ce sera fini, tu auras une très longue conversation avec moi sur les choix qui ont mené à ça. J'ai hâte. Il a raccroché et a commandé un café qu'il n'a pas bu. Le deuxième appel est venu d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas et il a failli ne pas décrocher. Quelque chose l'a poussé à le faire. L'instinct ou peut-être juste la conscience que la matinée avait déjà dépassé ses attentes en matière de développement inattendu. Monsieur Cross, une voix d'homme, ni agressive ni chaleureuse, précise, comme un scalpel précis, tout le superflu enlevé. Je pense qu'il est temps que nous parlions directement. Daniel a gardé sa voix neutre. Qui est-ce? Quelqu'un qui était dans sa pièce hier soir. Vous m'avez peut-être remarqué. L'homme en civil. La main de Daniel était très immobile autour du téléphone. Je vous ai remarqué. Je pensais bien. On m'a dit que vous étiez perspicace. Une brève pause. Mon nom est Arlen Voss. Je travaille pour une force d'intervention fédérale qui monte un dossier contre Richard Hayes depuis environ 19 mois. La nuit dernière a été compliquée pour nous. Vous ne faisiez pas partie de notre tableau opérationnel. Et maintenant? Maintenant, vous faites très certainement partie de notre tableau opérationnel. Une autre pause. Pas inconfortable, juste délibéré. C'était un homme qui mesurait chaque mot avant de le prononcer. Les 3 hommes que vous avez neutralisés hier soir, 2 d'entre eux parlent. L'un d'eux est le coordinateur logistique personnel de Richard. Il a géré chaque étape de l'opération d'hier soir. Il est prêt à témoigner, mais seulement sous des conditions spécifiques. Et ces conditions exigent qu'Evelyn Hayes soit toujours en vie pour comparaître devant un grand jury fédéral. Elle est en vie. Elle l'est grâce à vous. Mais Richard sait que l'opération a échoué et Richard Hayes n'accepte pas l'échec avec grâce. Il essaiera à nouveau, plus vite cette fois et avec considérablement plus de ressources. Daniel regarda la tasse de café devant lui, intacte. Que voulez-vous de moi? Richard a accéléré quelque chose que nous ne nous attendions pas à ce qu'il accélère. Il déplace les fonds offshore. D'ici 72 heures, l'argent disparaît dans des comptes que nous ne pouvons pas tracer. Les preuves sur cette clé deviennent circonstancielles. Et 19 mois de travail s'évaporent. Voss laissa cela faire son effet. Nous avons besoin que la clé nous soit livrée avant que cela n'arrive. Et nous avons besoin qu'Evelyn Hayes soit en vie quand cela arrivera. Et nous avons besoin... Vous avez besoin de quelqu'un qui peut rester près d'elle sans éveiller les soupçons, dit Daniel. Et qui peut gérer ce que Richard enverra ensuite. Oui, et je suis votre candidat parce que je suis déjà impliqué. Vous êtes mon candidat, dit Voss doucement, à cause de ce que vous avez fait en 11 secondes dans ce salon privé. Ce n'est pas un candidat, c'est une réponse à un problème très spécifique. Daniel regarda par la fenêtre du café la rue. Des gens se déplaçant dans toutes les directions. Des taxis. Une femme poussant une poussette. Un livreur à vélo slalomant entre les fils. L'énorme indifférence de la ville qui continue son cours autour des petites catastrophes qui se produisent à l'intérieur. Si je fais ça, dit Daniel, ma fille est protégée. Pas seulement maintenant, mais entièrement, de façon permanente. Son nom, son école, son adresse, rien de tout ça n'apparaît en lien avec quoi que ce soit de tout ça. D'accord. Et quand ce sera fini, quelle que soit ma situation avant, quels que soient les dossiers qui existent sur le nom que j'avais avant Daniel Cross, c'est réglé. Vous avez ma parole.
J'ai besoin de plus que votre parole. Vous aurez des documents signés, scellés, avec une supervision au-dessus de mon grade. Voss fait une pause. Je sais qui vous étiez, Daniel. Je sais ce que vous avez abandonné pour protéger votre fille. Je connais les circonstances. Et je vous dis qu'après ça, si vous voulez disparaître à nouveau, nous nous assurerons que la disparition tienne. Ou si vous voulez autre chose, nous pourrons parler d'autre chose. Daniel pensa à ce qu'Evelyn avait dit la nuit précédente. Pour la première fois depuis des années, Daniel peut envisager une vie sans regarder par-dessus son épaule. Sauf qu'elle l'avait dit à propos du futur, et pour l'instant, ils étaient encore bien dans le présent. Où nous rencontrons-nous? Dit-il. Ils se sont rencontrés dans un parking à étage de Midtown. Troisième niveau, le genre d'espace en béton anonyme qui existait dans les villes précisément pour que des conversations comme celle-ci puissent s'y dérouler. Voss était déjà là quand Daniel est arrivé. Un homme mince dans une veste grise ne portant rien, debout le dos contre un pilier de soutien pour que personne ne puisse s'approcher par derrière. Daniel a reconnu la position. Il l'avait utilisée lui-même. Vous êtes venu seul, a dit Voss. Pas surpris, juste une constatation. Vous aussi. Mon équipe est 2 niveaux plus bas. Une légère pause qui aurait pu être une reconnaissance, voyez, chez Sam. Je voulais avoir cette partie de la conversation sans témoin. Il a mis la main dans sa veste et a sorti une photographie. Il l'a tendue à Daniel sans explication. Daniel l'a regardée. C'était la photo d'un homme d'une 60aine d'années. Cheveux argentés, mâchoire de patricien. Le genre de visage qui apparaissait sur les couvertures des magazines économiques et souriait de la manière dont les hommes sourient quand ils n'ont jamais eu à vraiment vouloir quelque chose. Richard Hayes ressemblait, sur la photographie, exactement à ce qu'il était. Un homme qui avait toujours obtenu ce qu'il voulait et avait décidé, quelque part en cours de route, que les mécanismes par lesquels il l'obtenait étaient l'affaire de quelqu'un d'autre. Il a une réunion demain matin, a dit Voss. Privé, hors calendrier. Nous pensons que c'est avec la prochaine équipe qu'il met en place. Où? Un immeuble qu'il possède à Tribeca. Officiellement un bureau immobilier. En réalité, sa base opérationnelle pour tout ce qu'il ne veut pas voir rattaché à l'entreprise. Sécurité? 4 employés permanents armés. Quand il est sur place, ajoutez-en 3 de plus. Caméra, détecteur de mouvement, une pièce de panique au dernier étage. Voss fit une pause. Nous ne vous demandons pas d'y aller. Nous vous demandons de nous aider à dresser le tableau. Nous avons besoin de ce qu'il y a sur cette clé. Et nous avons besoin qu'Evelyn la livre en toute sécurité. Tout le reste va me tomber dessus de toute façon, dit Daniel, que nous le planifions ou non. Voss le regarda fixement. Oui, c'est vrai. Alors planifions-le. Ils sont restés dans le parking et ont parlé pendant 40 minutes. Et quand ils ont eu fini, Daniel est retourné dans l'après-midi avec le déroulement des 72 prochaines heures dans sa tête. Clair et spécifique et déjà faux à au moins 3 endroits qu'il pouvait voir, et probablement 2 de plus qu'il ne pouvait pas. C'était toujours comme ça. Le plan n'était jamais le vrai plan. Le plan, c'était juste la chose à laquelle on s'accrochait jusqu'à ce que la réalité vous montre ce dont elle avait vraiment besoin. Il a appelé Evelyn avec le 2e téléphone. « Pouvez-vous me rencontrer cet après-midi? » a-t-il dit. « Quelque part où vous pouvez être sans votre assistante. » Une brève pause. « Je peux arranger ça. »« Où? » »« Il y a une librairie sur Columbus, rez-de-chaussée, coin nord-ouest, 15 heures. »« J'y serai. »« Et Evelyn? » Il s'est arrêté. « Oui? » Il a réfléchi à quoi dire. À propos de Voss, de la force d'intervention, de la fenêtre de 72 heures et du bureau de Richard à Tribeca, et de la façon dont tout cela avait déjà dépassé tout ce qu'il avait prévu lorsqu'il avait franchi cette porte la nuit précédente, la main encore humide de l'évier. « Apportez la clé, » a-t-il dit. Une autre pause. Quand elle a parlé, sa voix était prudente et très stable. « Vous n'allez pas me dire de vous faire confiance, n'est-ce pas? Vous allez juste me le montrer. » Il a presque souri. 15 heures. Il a raccroché. Il est resté sur le trottoir un moment dans la pâle lumière de l'après-midi. Une main dans la poche de sa veste, les doigts touchant les bords pliés d'un dessin au crayon qu'il portait depuis assez longtemps pour en connaître chaque pli. Maison jaune, porte rouge. Il a rangé le téléphone et a commencé à marcher. Il était à un demi-pâté de maison de la librairie
quand Marcus a rappelé. L'homme en civil d'hier soir, a dit Marcus sans préambule. Son nom est Arlen Voss, force d'intervention fédérale, solide réputation. Pas quelqu'un qui prend des raccourcis. Tu lui as déjà parlé, n'est-ce pas? Ce matin. Marcus a expiré. Bien sûr que oui. Une pause. Daniel, j'ai récupéré ce que j'ai pu sur l'opération de Richard Hayes. Le logisticien que tu as neutralisé hier soir, il parle, ce que tu sais probablement. Mais il y a quelque chose que Voss ne t'a peut-être pas dit. Daniel a ralenti son pas. Quoi? Richard n'a pas seulement quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise d'Evelyn. Il a quelqu'un à l'intérieur de la force d'intervention. Daniel s'est arrêté net de marcher. Il est au courant de l'opération de Voss depuis au moins 6 mois, a dit Marcus, ce qui signifie qu'il savait qu'ils étaient proches, ce qui fait probablement partie de ce qui a accéléré son calendrier. Marcus fait une pause, ce qui signifie que Voss a une fuite dont il n'est peut-être pas au courant. Et chaque mouvement de cette force d'intervention, Richard le connaît déjà, a dit Daniel. Ouais. Il est resté sur le trottoir, pensant vite et clairement, recalculant tout ce que Voss lui avait dit et tout ce qu'il avait accepté. Et l'image qui en est ressortie n'était pas celle qu'il avait 20 minutes plus tôt. « Marcus, a-t-il dit, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-le. Trouve la fuite. » Marcus resta silencieux une seconde. Ce n'est pas une petite demande. Je sais. Il a recommencé à marcher, plus vite maintenant. J'en ai besoin avant ce soir. Il pouvait entendre Marcus réfléchir à nouveau. Ce silence particulier qui signifiait oui, ce serait fait. Et il y aurait une conversation sur le coup plus tard. Ce soir, a dit Marcus. Merci. Il a raccroché. Il a continué à marcher. 3 rues, 2. La librairie est apparue devant lui. Une lumière chaude à travers la fenêtre, et il pouvait déjà voir Evelyn à l'intérieur, ponctuelle, debout près du coin nord-ouest avec un livre de poche qu'elle ne lisait pas. Ses épaules tendues d'une manière qui ne se verrait pas pour quiconque ne saurait pas à quoi ressemblent des épaules tendues sur quelqu'un qui porte tout en silence. Il a poussé la porte. Elle a levé les yeux et quelque chose sur son visage a changé. Pas du soulagement, exactement, mais l'expression spécifique de quelqu'un qui tenait seul une chose très lourde et venait d'entendre des pas arriver. « Vous avez l'air de savoir quelque chose que je ne sais pas, a-t-elle dit. « Quelques petites choses, a-t-il dit. Nous devons parler. » Ils ont trouvé un coin entre les étagères d'histoire et une table empilée de livres à couverture rigide soldée. Et Daniel a parlé doucement et sans interruption pendant 4 minutes pendant qu'Evelyn écoutait. Il lui a parlé de Voss, de la force d'intervention, de la fenêtre de 72 heures. Il lui a parlé de Marcus sans le nommer, parce que même maintenant, il y avait des choses qu'il gardait pour lui. Et puis, il lui a parlé de la fuite. Elle n'a pas réagi comme la plupart des gens l'auraient fait. Elle n'a pas pâli, ne s'est pas retirée, n'a pas commencé à poser des questions dont elle connaissait déjà les réponses. Elle est juste devenue très immobile. De la même manière qu'elle était devenue immobile la nuit précédente au restaurant. Et il pouvait l'avoir traité l'information. L'absorber. Réorganiser tout ce qu'elle pensait comprendre. Reconstruire l'image à partir des nouvelles informations. Si Richard sait ce que Voss sait, dit-elle doucement, alors Richard sait depuis des mois que nous étions sur le point de le démasquer. Oui, et cela signifie que la nuit dernière n'était pas du désespoir. C'était du calcul. Il attendait le bon moment. Et quand il a décidé que la force d'intervention était trop proche, il a agi le premier avant que les preuves ne puissent atteindre un grand jury. Daniel hocha la tête. Il ne panique pas. Il exécute un plan qu'il avait déjà. C'est ce qui le rend dangereux. Evelyn baissa les yeux sur le livre dans ses mains. Elle le posa sur l'étagère sans regarder le titre. Qui est la fuite? Je ne sais pas encore. Quelqu'un y travaille. Dans combien de temps? Ce soir, si j'ai de la chance. Elle le regarda alors directement et sans prétention. Daniel, j'ai besoin de vous poser une question et j'ai besoin que vous me répondiez honnêtement. D'accord. Voss est venu vous voir ce matin et vous a demandé de rester près de moi pour me protéger et aider à livrer la clé. Elle fit une pause. Avez-vous accepté de le faire à cause de l'accord qu'il vous a proposé? Ou avez-vous accepté parce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire? Il a soutenu son regard. Les deux, a-t-il dit, et je ne pense pas que cela rende l'un ou l'autre moins vrai. Elle a réfléchi à cela un moment. Puis elle a mis la main dans la poche intérieure de sa veste et a sorti une petite clé USB, noire mat, sans marquage,
plus petite qu'un pouce, et elle l'a tenue entre eux. Tout ce que Richard a fait ces 4 dernières années, a-t-elle dit. Des transferts d'actifs frauduleux, des comptes offshore qu'il contrôle par le biais de sociétés écrans, des procès-verbaux de conseils d'administration falsifiés autorisant des actions que le conseil n'a jamais approuvées. Elle fit une pause. Et une autre chose que j'ai mis beaucoup de temps à trouver. Quoi? Sa voix est restée égale. Il paye quelqu'un au sein des forces de l'ordre fédéral, pas la force d'intervention. Cela remonte à plus loin. Quelqu'un qui l'a aidé à enterrer une précédente enquête de la CCS il y a 3 ans. Si c'est sur la clé, Daniel, si je peux prouver qu'il a corrompu des enquêteurs fédéraux, alors ce n'est pas juste une affaire de fraude d'entreprise, a dit Daniel. Non, ça ne l'est pas. Il regarda la clé dans sa main, assez petite pour disparaître, assez lourde pour mettre fin à un homme. Gardez-la sur vous, a-t-il dit. Ne la quittez pas avant que nous la remettions directement à Vos. Mais il s'arrêta. Mais pas avant de savoir qui est la fuite, a-t-elle terminé. Exact. Elle a remis la clé dans sa poche. Alors, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à ce soir? Nous restons ensemble. Nous restons quelque part que les gens de Richard ne connaissent pas. Il la regarda. Y a-t-il un endroit où vous pouvez être qui n'est pas sur votre agenda, pas lié à votre nom, pas un endroit que votre assistante ou quiconque de votre personnel régulier connaîtrait? Elle a réfléchi pendant exactement 3 secondes. Mon amie Claire, elle est à Brooklyn. Elle n'est pas liée à l'entreprise. Elle n'est dans aucun de mes dossiers publics. Nous sommes amis depuis l'université. Sait-elle ce qui se passe? Elle sait que j'ai des problèmes. Elle me demande de venir chez elle depuis des mois. Appelez-la avec mon téléphone. N'utilisez pas le vôtre. Elle a pris le téléphone qu'il lui offrait sans commentaire. Pendant qu'elle s'éloignait pour appeler, Daniel se tenait dans le coin entre les étagères et s'est permis de balayer du regard toute la librairie sans le faire de manière évidente. L'entrée, les fenêtres, les visages. Un homme en doudoune près de la porte était là quand il est arrivé et ne s'était pas déplacé vers une étagère ou une caisse. Il ne flânait pas. Il attendait. Daniel l'a observé pendant 30 secondes. Les yeux de l'homme se déplaçaient selon un schéma qui n'avait rien à voir avec les livres. Il observait Evelyn. Daniel s'est déplacé. Il a contourné le bout de l'étagère et s'est placé entre l'homme et la ligne de mire d'Evelyn. Et il a dit doucement, d'un ton de conversation, comme on dit quelque chose à quelqu'un qu'on connaît, « Vous allez vouloir partir maintenant. » L'homme a levé les yeux vers lui. Il était plus jeune que Daniel ne l'avait initialement estimé. Fin de la vingtaine, le genre de carrure athlétique qui vient d'un entraînement délibéré. Et ses yeux ont fait ce que font les yeux entraînés, c'est-à-dire évaluer sans en avoir l'air. Il était bon, pas aussi bon qu'il le pensait. « Je ne fais que regarder, a-t-il dit. Vous ne regardez rien, vous n'avez pas bougé depuis 4 minutes. » Daniel a gardé sa voix agréable. « Et la façon dont vous êtes entré, vous avez vérifié la sortie de secours avant de vérifier quoi que ce soit d'autre. C'est une habitude professionnelle. Je l'ai aussi. » Il fit une pause. « Ce qui signifie que vous savez exactement qui je suis. Et je veux que vous sortiez par cette porte, que vous preniez votre téléphone et que vous disiez à celui qui vous a envoyé que cette conversation n'a pas eu lieu. » L'homme le regarda. Quelque chose a changé sur son visage. Une petite recalibration. Le regard de quelqu'un qui met à jour ses hypothèses en temps réel. « Je ne suis pas là pour causer de problème, a-t-il dit prudemment. « Je sais que non, parce que si vous étiez là pour causer un problème, vous en auriez causé un il y a 10 minutes. » Daniel pencha légèrement de la tête. « Qui vous envoie? » Une pause. « Je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. » La mâchoire de l'homme se serra. Puis, doucement, « Monsieur Vos veut que vous sachiez que votre calendrier vient de changer. Richard a avancé la réunion. C'est ce soir, pas demain. » Daniel le regarda un long moment. « Dites à Vos que je le contacterai, a-t-il dit. Et la prochaine fois qu'il veut m'envoyer un message, il peut appeler. » L'homme hocha la tête une fois, brièvement, et partit. Daniel le regarda partir, puis se retourna pour trouver Evelyn debout au bout de l'étagère, le téléphone à la main. Claire a dit oui, est-elle dit. Elle n'a posé aucune question. Les bons amis sont comme ça. C'était l'homme de Vos? Il est parti. Daniel a repris son téléphone. Nous devons bouger. La réunion a été avancée à ce soir. Ils ont pris le métro pour Brooklyn parce que c'était plus rapide et plus anonyme qu'un taxi.
Et parce que Daniel avait passé assez de temps dans cette ville pour savoir que le métro était la chose la plus proche à New York d'une foule dans laquelle on pouvait disparaître. Ils se sont assis l'un en face de l'autre dans un wagon presque vide, le train cahotant et cliquetant sous la rivière. Et pendant quelques minutes, aucun d'eux n'a rien dit. Puis Evelyn a dit, « Depuis combien de temps êtes-vous à New York? » « 5 ans. » Et avant ça, il la regarda. Elle le regarda en retour, sans insister exactement, mais présente d'une manière qui rendait la dérobade mesquine. « Il y a longtemps, a-t-il dit. D'autres endroits, d'autres boulots. Le genre de boulot qui vous apprend à vous déplacer dans une pièce comme vous l'avez fait dans cette salle à manger hier soir. Entre autres choses. » Elle resta silencieuse un moment. Le train tanguait. « Vous n'êtes pas obligé de me le dire. Je ne demande pas le dossier, je demande à connaître la personne. » Elle fit une pause. Il y a une différence. Il y a pensé. Il a pensé au temps qui s'était écoulé depuis que quelqu'un avait fait cette distinction pour lui. Entre le dossier et la personne, depuis combien de temps personne ne l'avait regardé et vu au-delà de la surface soigneusement construite la chose en dessous qui était toujours là, toujours présente, voulant toujours quelque chose qui n'était pas seulement la survie. « J'avais une fille à protéger, a-t-il dit. Et la vie que j'avais avant n'était pas une vie dans laquelle on pouvait protéger quelqu'un. Alors j'en ai construit une autre. En tant que plongeur, faire la plonge est un travail honnête, et personne ne fait attention à vous. » Elle a presque souri. Pas tout à fait. Jusqu'à ce qu'il le fasse. Jusqu'à ce qu'il le fasse. Elle baissa les yeux sur ses mains un moment. « Je n'ai pas d'enfant. Je me suis toujours dit que c'était un choix. Que l'entreprise avait besoin de tout. Qu'il n'y avait pas de place. Mais en vous regardant avec Lily, elle s'est arrêtée. Vous avez parlé d'elle ce matin au téléphone. Tout le reste passait en second sans hésitation. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? » Il a pensé aux pancakes du mardi. Il a pensé au pyjama étoilé et au dessin au crayon et au poids d'un enfant endormi contre son épaule. « C'est comme la seule chose qui ait du sens, a-t-il dit. Tout le reste est du bruit. » Elle hocha lentement la tête, comme si c'était une réponse qu'elle soupçonnait, mais qu'elle avait besoin d'entendre à voix haute. Le train est entré en gare. L'appartement de Claire était chaleureux et sentait le café et la peinture. C'était une artiste. Les murs en témoignaient. Des toiles à divers stades d'achèvement étaient appuyées contre toutes les surfaces disponibles. C'était une petite femme aux yeux stables et au calme de quelqu'un qui avait décidé il y a longtemps de ne pas se laisser perturber par des choses hors de son contrôle. Elle a serré la main de Daniel quand Evelyn l'a présenté et a dit « C'est vous qui l'avez gardée en vie hier soir. » « Elle s'est gardée en vie elle-même, a dit Daniel. J'ai juste aidé pour la dernière partie. » Claire le regarda attentivement. Modeste, en plus, Evelyn, celui-ci est différent. Elle s'est retournée vers sa cuisine. « Je vais préparer à manger. Vous deux, vous avez l'air de ne pas avoir mangé depuis hier. » Pendant que Claire cuisinait, Daniel s'est assis à la table de la cuisine et a vérifié les deux téléphones. Rien de Marcus pour l'instant. Un message de Voss. 1 heure et une adresse pour un briefing à 21 heures. Il a regardé l'heure. 16h30. Evelyn s'est assise en face de lui. « Si Richard avance la réunion à ce soir, qu'est-ce que ça change? Tout doit se passer plus vite. La clé doit parvenir à Voss par des canaux qui n'impliquent pas la fuite. Nous devons savoir qui est cette fuite avant que je vous mette dans une pièce avec des agents fédéraux. » Il a tapoté une fois ses doigts sur la table en réfléchissant. « Et je dois être quelque part à 21 heures où je ne pourrais peut-être pas être si les choses tournent mal avant. » Quel genre de mal? Le genre où Richard décide que vous atteindre par mon intermédiaire est plus rapide que de vous atteindre directement. Elle le regarda fixement. « Vous voulez dire Lily. » Il n'a pas bronché. Richard a demandé à quelqu'un de la trouver. « Je le sais. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé. Alors nous devons l'emmener quelque part de plus sûr que l'appartement de votre voisine. Papa Pixie. Je sais. » Il a gardé sa voix plate, factuelle, parce que c'était la seule façon dont il pouvait en parler sans que la chose en dessous ne fasse surface. « J'y travaille. » Claire a posé des assiettes devant eux. Des sandwichs coupés en 4. La générosité simple et efficace d'une personne qui comprenait que les gens sous pression avaient besoin de carburant. Pas de cérémonie. Elle s'est assise au bout de la table et a regardé entre eux. « Je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir entendu ça, a-t-elle dit.
Votre petite fille, quel âge? 6 ans. Où est-elle maintenant? En sécurité pour le moment. Claire resta silencieuse une seconde, puis elle a dit, j'ai une sœur dans le New Jersey à Montclair. Elle a des enfants, elle a une maison. C'est le genre de femme qui ouvre la porte d'abord et pose les questions ensuite. Elle a regardé Daniel. Si vous avez besoin d'un endroit pour votre fille qui n'a aucun lien avec quoi que ce soit dans cette ville, je vous le propose. Daniel la regarda. Elle a soutenu son regard sans réserve. Pas d'arrière-pensée, juste une porte ouverte. Merci, a-t-il dit, et il le pensait d'une manière qui l'a mis un moment à contenir. L'appel de Marcus est arrivé à 18h47. Daniel est sorti dans le couloir devant l'appartement de Claire et a répondu à la première sonnerie. « Parle-moi. » Son nom est Dennis Farrow, a dit Marcus. C'est un analyste en criminalité financière, techniquement prêté à la force d'intervention par le Trésor. 43 ans, 12 ans de carrière, dossier complètement vierge jusqu'à il y a environ 26 mois, lorsque sa fille a été diagnostiquée avec quelque chose de coûteux et que son assurance l'a refusé 3 fois. Une pause. Richard Hayes paye le traitement par le biais d'une fiducie qui ressemble à un fonds de charité, complètement intraçable à moins de savoir où chercher. Ce n'est pas un criminel, a dit Daniel. Non, c'est un père désespéré qui a conclu un pacte qu'il ne pouvait pas annuler. Marcus fit une pause, ce qui le rend prévisible et gérable. Si quelqu'un lui offre une porte de sortie qui couvre sa fille et le guide hors de prison, il lâcherait Richard en un clin d'œil. Daniel s'appuya contre le mur. Il pensa à un père assis en face de sa fille en pyjama étoilé à une table de cuisine. Les mains à plat, disant la vérité. Il pensa aux accords que les hommes concluaient quand ils n'avaient plus d'options. Il pensa à la différence entre un homme qui choisissait d'être corrompu et un homme qui était consumé par la corruption. « N'en parle pas encore à Voss, a-t-il dit. Pas avant ce soir. Je veux contrôler comment cette information entre dans la pièce. » D'accord. Il y a une autre chose. La voix de Marcus a légèrement changé de registre. Pas alarmée, mais prudente. Farrow a envoyé un message il y a 40 minutes. Crypté. Mais nous surveillons ses communications sortantes. Il a envoyé une adresse aux gens de Richard. La poitrine de Daniel se serra. L'adresse, a dit Marcus, est le 4217 rue Delancey, appartement 3B, Madame Reyes. Il était déjà en mouvement. Donne-moi tout sur les actifs les plus proches de Richard à Manhattan en ce moment, a-t-il dit, déjà à la porte de l'escalier. J'ai besoin de savoir si quelqu'un a été envoyé. J'y travaille. Il descendait les escaliers 4 à 4, le téléphone pressé contre son oreille, faisant le calcul. Depuis combien de temps le message avait été envoyé? Combien de temps il faudrait à quelqu'un pour se mobiliser? Combien de temps avant qu'il n'atteigne cet immeuble? Pas assez de temps. Il n'y avait pas assez de temps. Il a atteint la rue et a commencé à courir. Pas prudemment, pas invisiblement. Il courait. De la manière dont on court quand la seule chose qui compte est la distance entre vous et quelqu'un que vous aimez. Et chaque seconde est un calcul que vous êtes en train de perdre. Il était à 6 rues de là quand la voix de Marcus est revenue. 2 hommes, ils ont été envoyés il y a 53 minutes. Daniel, combien de temps pour arriver à l'adresse d'où qu'ils soient partis? Au moment où ils sont partis, peut-être 40 minutes. Ça veut dire qu'ils sont déjà là. Il a poussé plus fort. Appelle Voss. Dis-lui d'envoyer des unités à cette adresse tout de suite. C'est fait. Il a couru. 3 rues. 2. Ses poumons le brûlaient, pas à cause de l'effort. Son corps était encore capable de plus que ça. Mais à cause de la peur, ce qui était une toute autre sorte de brûlure. La peur que 5 ans d'invisibilité prudente aient été démantelés en 11 secondes. Et que le prix de ces 11 secondes se tenait dans un appartement à 3 rues de là, un pyjama étoilé, et n'avait aucune idée que le monde arrivait. Il a tourné sur Delancey et n'a pas ralenti. L'immeuble était calme de l'extérieur. Pas de voiture banalisée. Pas de silhouette visible. Ça ne voulait rien dire. Les mauvaises personnes savaient comment ne ressembler à rien. Il a monté les escaliers jusqu'au 4e étage. Le couloir était vide. Il s'est arrêté devant la porte de Madame Reyes et a collé son oreille contre elle pendant exactement 2 secondes. Des voix à l'intérieur. Celle de Madame Reyes, aiguë et tendue d'une manière qu'il n'avait jamais entendue chez elle. Et une autre voix, masculine, calme de la manière dont la pression semble calme. Il n'a pas frappé,
Il a défoncé la porte avec l'épaule et a balayé la pièce du regard avant que la porte n'ait fini de pivoter. Deux hommes, un près de la fenêtre, un debout à 60 centimètres de Madame Reyes, qui était adossée à son comptoir de cuisine, les deux mains en l'air et la mâchoire serrée d'une fureur que Daniel n'avait jamais vue sur son visage. Lily n'était pas dans la pièce. L'homme près de Madame Reyes s'est tourné vers la porte. Il a commencé à dire quelque chose. Daniel a couvert la distance en 4 pas. Ce qui a suivi a été rapide, contenu et pas agréable. Et quand ce fut terminé, les deux hommes étaient à terre et n'allaient nulle part. Et Madame Reyes baissait lentement la main, fixant Daniel avec une expression qu'il n'avait jamais vue chez elle non plus. Pas de la peur, mais le regard d'une femme qui avait eu raison sur quelque chose depuis très longtemps et qui en voyait maintenant la confirmation. « Lily », a dit Daniel. « Où ?»« Salle de bain », a dit Madame Reyes immédiatement. « Je l'ai mise dans la salle de bain quand j'ai entendu frapper. Je lui ai dit que c'était un jeu. Elle ne sait pas. Sa voix s'est légèrement brisée. Elle l'a repoussé. Elle ne sait rien. Il est allé à la porte de la salle de bain. Il a frappé 2 fois, doucement. « Lily. » « Ma puce, c'est papa. » Une pause, puis le bruit du verrou qui tourne. La porte s'est ouverte, et Lily l'a regardé avec de grands yeux sérieux, le lapin en peluche sous un bras. Elle a regardé son visage. Elle a regardé la pièce derrière lui qu'il bloquait avec son corps. « Le jeu est fini, » a-t-elle dit. « Le jeu est fini. » Il s'est accroupi à son niveau. Il a pris son visage entre ses 2 mains et l'a regardé. Elle l'a regardé en retour. « Tu vas bien? » « Je vais bien. » Elle a scruté son visage. « Et toi? » Il l'a serré dans ses bras et l'a tenu, et il s'est permis de le faire pendant exactement 5 secondes. Les 5 secondes qui lui étaient permises. Et elle l'a serré en retour avec ses 2 bras autour de son cou. « Ouais, » a-t-il dit contre ses cheveux. « Je vais bien. » Il s'est relevé avec elle et s'est tourné vers Madame Reyes, qui les regardait les bras croisés sur sa poitrine et des larmes coulant silencieusement sur son visage, ce qu'elle semblait ignorer complètement. « Je suis désolé, » a-t-il dit, « pour tout ça. Je suis désolé. » Elle a agité la main une fois, sèchement, n'ose même pas t'excuser auprès de moi. Sa voix était épaisse. « Emmène ta fille en lieu sûr tout de suite. Je connais quelqu'un qui peut l'emmener. Une femme avec de la famille dans le New Jersey. Aucun lien avec quoi que ce soit ici. » Il fait une pause. « Viendrez-vous avec elle? » « Je ne peux pas. » Il s'est arrêté. « Je ne peux pas être celui qui l'emmène, pas en ce moment. » Madame Reyes le regarda un long moment, puis elle se redressa de toute sa hauteur, qui n'était pas très grande, et hocha la tête une fois. « Dis-moi où aller. J'aurai une voiture ici dans 20 minutes. » Il appelait déjà Claire, fête léger, juste assez pour quelques jours. Lily regardait toujours les 2 hommes par terre. Son visage était très immobile. « Papa, » dit-elle doucement. « Ouais, ma puce? » Ces hommes respirent. « Ouais, c'est vrai. » Elle y a réfléchi. « Bien, » dit-elle fermement, comme si c'était réglé. Il la serra plus fort et passa l'appel. 40 minutes plus tard, il regardait une voiture s'éloigner du trottoir avec Madame Reyes et Lily sur la banquette arrière, le visage de Lily à la vitre arrière, une main pressée à plat contre la vitre. Il est resté sur le trottoir jusqu'à ce que la voiture tourne au coin et que la fenêtre disparaisse. La rue était calme, froide. La ville bougeait autour de lui, indifférente et énorme. Il avait eu peur avant, dans sa vie antérieure, de nombreuses fois, de manière clinique et maîtrisée. La peur comme information, plutôt que comme sentiment. Il avait cru comprendre la peur. Il ne l'avait pas comprise. Pas avant Lily. Pas avant cette variété spécifique de terreur, qui n'avait rien à voir avec sa propre survie et tout à voir avec une fillette de 6 ans en pyjama étoilé, qui disait « bien ». Quand elle apprenait que les hommes venus lui faire du mal respiraient encore. Parce que même maintenant, même face à cela, elle était qui elle était. Il a sorti son téléphone. Il a appelé Voss. « Les 2 hommes sont à l'adresse de ma voisine », a-t-il dit quand Voss a décroché. « J'ai besoin d'un nettoyage, et je le veux discret. Et j'ai besoin que vous sachiez que Farrow est votre fuite. J'ai confirmation. Je vous donnerai tout ce soir, mais pas avant que vous ne garantissiez que le traitement de sa fille continue. Pas d'accusation. Une relocalisation. C'est non négociable. » Silence sur la ligne, puis « Comment avez-vous eu confirmation pour Farrow? Est-ce que ça a de l'importance? » Une autre pause. « Ce soir, 21 heures, à l'adresse que j'ai envoyée. »« J'y serai, » a dit à Daniel.
Et Voss, si Richard bouge à nouveau avant ce soir, cet accord change. Empêchez ça. Nous surveillons son immeuble. Surveillez-le plus attentivement. Il a raccroché, il laisse rester sur le trottoir un autre moment dans le froid, et il a pensé à la clé dans la poche d'Evelyn et à la réunion de ce soir et aux 72 heures qui se réduisaient à quelque chose de plus proche de 12. Il a pensé à la main de Lily contre la vitre de la voiture. Il a pris une profonde inspiration. Il a redressé sa veste, il a commencé à marcher. Il y avait encore du travail à faire et la nuit ne faisait que commencer. Il a retrouvé Evelyn dans un diner sur Flatbush Avenue à 19h30 parce que les diners étaient bruyants, lumineux et pleins de gens trop fatigués par leur propre vie pour prêter attention à celle des autres. Elle était déjà dans une banquette quand il est arrivé, les mains enroulées autour d'une tasse de café, pourtant toujours la même veste. Et quand elle a levé les yeux vers lui, elle a immédiatement lu quelque chose sur son visage. « Lily », a-t-elle dit, « pas une question. Elle est en sécurité. Elle est hors de la ville. » Il s'est glissé en face d'elle. Deux des hommes de Richard sont arrivés à l'adresse. Je suis arrivé le premier. Elle le regarda un moment, ses mains, sa veste, son visage. Elle n'a pas demandé ce que « arriver le premier » signifiait en termes pratiques. Elle avait été dans cette salle à manger. Elle comprenait le vocabulaire. « Est-ce que vous allez bien » a-t-elle dit. « Je vais bien. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Il la regarda. Elle a soutenu son regard sans s'excuser et il a compris qu'elle faisait ce qu'elle avait fait la nuit précédente au restaurant, voyant au-delà de la surface la chose en dessous et refusant de prétendre qu'elle ne l'avait pas vue. Elle avait sa main sur la vitre de la voiture, a-t-il dit, quand ils sont partis, juste à plat contre la vitre. Il fit une pause. « Je vais bien, j'irai bien, mais en ce moment, j'ai besoin de rester en mouvement, sinon je n'irai pas bien. » Evelyn hocha la tête. Elle comprenait le mouvement comme survie. Elle a pris son café. « Dites-moi à quoi ressemble ce soir. » Il a exposé les choses clairement. Voss, 21 heures. La nécessité de contrôler comment le nom de Farrow entrait dans la pièce, non pas comme une cible, mais comme un homme qui pouvait encore choisir le bon côté si on lui offrait une porte de sortie qui ne lui coûtait pas sa fille. La clé, remise directement à Voss en présence de Daniel, avec Marcus à l'extérieur comme témoin existant en dehors de tous les canaux compromis. « Et Richard » a-t-elle dit. « Voss a son immeuble sous surveillance, mais Richard sait que l'opération de Voss a une fuite, ce qui signifie que Richard sait qu'il est surveillé, ce qui signifie que Richard n'est pas dans son immeuble. » Elle l'a dit simplement, comme un problème résolu dans sa tête. Il a une longueur d'avance sur la force d'intervention depuis 6 mois. Il ne va pas rester assis dans son bureau de Tribeca ce soir et attendre. Daniel la regarda. Où irait-il? Elle a tourné la tasse de café dans ses mains. Il y a une propriété dans le Westchester. Elle n'est pas à son nom. Elle est détenue par 4 couches de société écran. Je l'ai trouvée il y a 8 mois quand je traçais les transferts d'actifs. Elle a levé les yeux. Je n'en ai pas parlé à Voss. Je ne savais pas en qui je pouvais avoir confiance. Est-ce que Richard sait que vous êtes au courant? Non. La seule façon pour lui de le savoir serait de connaître chaque fil que j'ai tiré sur les dossiers financiers. Et la seule façon pour lui de le savoir serait d'avoir accès à la clé, ce qu'il n'a pas. Elle a posé la tasse. Il va être dans le Westchester ce soir, Daniel, pas à Tribeca. Quoi que Voss surveille, c'est le mauvais endroit. Il a digéré l'information. Il a pensé aux 72 heures se contractant en 12 et 12 se contractant en autant d'heures qu'il restait entre 19h30 et le moment où Richard Hayes déciderait que le mouvement le plus propre était de supprimer toutes les variables d'un coup. Evelyn, la clé, l'enquête de la force d'intervention, Daniel lui-même, et de repartir avec ce qu'il pourrait sauver. Alors je dois le dire à Voss avant 21 heures, a-t-il dit, et je dois le faire d'une manière qui ne passe pas par Farrow. Appelez-le directement, pas par la ligne de la force d'intervention, son numéro personnel. Daniel la regarda. Vous avez son numéro personnel? Il me l'a donné le jour où il s'est présenté. Il a dit qu'il préférait la communication directe. Elle a presque souri. Il avait raison. Elle l'a lu de mémoire. Daniel a composé le numéro. Voss a décroché à la 2e sonnerie. L'adresse de Tribeca est vide, a dit Daniel sans préambule. Il est dans le Westchester. J'ai l'adresse d'une propriété qui n'est dans aucun de vos dossiers.
vous devez rediriger ce soir. Un silence, puis prudemment, à quel point en êtes-vous certain? Assez certain pour parier la soirée dessus, mais cette information doit circuler sans toucher Farrow. Un silence plus long. Vous avez confirmation pour Farrow? Oui. Alors, vous savez pourquoi je ne peux pas. Je sais pourquoi vous ne pouvez pas l'arrêter ce soir. Je vous demande de détourner vos communications opérationnelles de lui pour les 4 prochaines heures. C'est tout. Pouvez-vous faire ça? Voss a expiré. Donnez-moi l'adresse du Westchester. Daniel a regardé Evelyn. Elle l'a dite de mémoire, propre et précise, de la manière dont elle l'avait gardée pendant 8 mois, sachant qu'un jour cela compterait. Il l'a répété à Voss. J'ai besoin de 2 heures pour rediriger les actifs, a dit Voss, ce qui nous met en retard sur le calendrier initial. Alors faites vite. Daniel, la voix de Voss a légèrement baissé. Si Richard est dans le Westchester ce soir, ce n'est pas parce qu'il se cache. C'est parce qu'il prépare quelque chose. Un homme comme Richard Hayes ne se retire pas dans un lieu secondaire à moins qu'il ne prévoie d'en partir. Je sais, a dit Daniel. C'est pourquoi 2 heures comptent. Il a raccroché, il a regardé Evelyn à travers la table en formica dans la lumière ordinaire et bruyante du dîner, et elle l'a regardé en retour avec l'expression particulière qu'il avait appris à associer à elle au cours des dernières 24 heures. Pas calme, exactement, mais résolu. Le regard de quelqu'un qui avait décidé comment cela allait se passer. « Il y a autre chose que je ne vous ai pas dit, a-t-elle dit. Dites-le-moi maintenant. » Elle a posé ses 2 mains à plat sur la table. C'était, réalisa-t-il, un écho inconscient de ce qu'il avait fait avec Lily ce matin-là. Les mains sur la table, ça veut dire que la vérité arrive. Il ne pensait pas qu'elle savait qu'elle le faisait. Cela lui a fait davantage confiance. La réunion du conseil d'administration est demain matin, a-t-elle dit. 10 heures. Richard l'a convoqué. J'ai reçu la notification cet après-midi. Il demande un vote de défiance. S'il peut réunir assez de membres du conseil dans cette salle avant que la SEC n'ait la clé, avant que tout cela ne soit public, il peut me forcer à partir, installer un PDG par intérim et enterrer tout sous 6 mois de procédure judiciaire pendant que les comptes offshore finissent de se vider. Elle fait une pause. Il n'a pas besoin de me tuer ce soir. Il a juste besoin de survivre jusqu'à 10 heures du matin demain. Daniel laissa cela reconfigurer tout ce qu'il avait construit au cours de la dernière heure. La propriété du Westchester, le timing, le calcul de Richard. Il avait pensé à cela comme un homme se protégeant de la révélation. Mais Evelyn avait raison. Richard était plus malin que ça. Il ne fuyait pas. Il jouait la montre. Il utilise la réunion du conseil comme une date limite, a dit Daniel. S'il peut tenir jusqu'à 10 heures du matin, tout ce que nous avons fait ces 2 derniers jours devient sans importance. Il obtient l'entreprise. L'argent est parti. Et il a les ressources pour faire durer toute procédure judiciaire assez longtemps pour que le temps que quelqu'un soit condamné, il ne reste plus rien à récupérer. Elle le regarda fixement. Nous n'avons pas jusqu'à demain matin. Nous avons ce soir. Ils ont quitté le diner à 20h15. Daniel avait 35 minutes avant la réunion avec Voss, et il les a utilisées pour faire ce qu'il faisait quand le monde s'était contracté à un point fixe, et que tout le superflu devait être éliminé. Il a marché, et il a pensé, et il a laissé la forme du problème se clarifier. Richard avait une réunion du conseil à 10 heures du matin. Il avait une propriété dans le Westchester que personne dans la force d'intervention ne connaissait. Il avait une fuite au sein des forces de l'ordre fédéral qui avait été achetée avec une dette médicale. Il avait essayé 2 fois en 2 jours d'éliminer Evelyn. Une fois avec des professionnels. Une fois avec une menace par l'intermédiaire de Lily. Et les 2 avaient échoué. Ce qui signifiait que Richard allait essayer à nouveau. Ce soir, depuis le Westchester. Et ça n'allait pas ressembler à la première fois. Le téléphone de Daniel a sonné. Marcus. J'ai des yeux sur la propriété du Westchester, a dit Marcus immédiatement. J'ai contacté quelqu'un qui me doit une faveur. Il y a 4 véhicules, 8 hommes, et Richard Hayes est arrivé il y a 40 minutes. Tu as des yeux sur Richard? Visuel confirmé, il est là. Une pause. Et Daniel, il est au téléphone avec quelqu'un. Il y est depuis son arrivée. Mon contact dit qu'il a parlé à un avocat, un membre du conseil, et un autre numéro qui passe par un relais. Le numéro de relais est connecté à une société de sécurité privée appelée Equitas Solutions. Daniel connaissait le nom. Il aurait préféré ne pas le connaître. Ce n'est pas une société de sécurité. Non,
a dit Marcus. Ce n'est vraiment pas le cas. Equitas était une société de sous-traitance militaire privée qui opérait dans l'espace gris spécifique entre ce que les gouvernements reconnaissaient et ce qu'ils ne reconnaissaient pas. Ils étaient chers, compétents et totalement dépourvus du type de contraintes professionnelles qui limitaient ce qu'ils faisaient ou à qui ils le faisaient. Il n'envoie pas une autre équipe, a dit Daniel. Il intensifie. Quoi qu'il ait autorisé ce soir, ce n'est pas chirurgical. Il en a fini d'être chirurgical. Marcus fit une pause. Je pense qu'il a pris la décision que s'il ne peut pas contrôler ça discrètement, il va faire assez de bruit pour que rien d'autre ne puisse être entendu. Daniel pensa à la réunion du conseil, à la clé d'Evelyn, à une salle pleine d'agents fédéraux à 21h qui ne savaient toujours pas que la cible s'était déplacée dans le Westchester. Marcus, j'ai besoin que tu appelles Voss directement, pas par un canal de la force d'intervention. Son numéro personnel, que je t'envoie maintenant. Dis-lui que la réunion du conseil est le compte à rebours, pas la clé. Dis-lui que Richard a Equitas en ligne et qu'il est sur le point d'autoriser quelque chose qui fera passer la nuit dernière pour un malentendu. Qu'est-ce que tu vas faire? Daniel regarda sa montre. 20h22. Je vais aller rencontrer Voss, et puis je vais aller dans le Westchester. Un silence. Daniel, je sais, ce n'est pas ce que nous avions prévu. Le plan a toujours été faux. Nous ne savions juste pas quelle partie. Il fit une pause. Trouve-moi une voiture, quelque chose de banal. Et Marcus, quoi que je te doive pour ça? Tu ne me dois rien, a dit Marcus. Tu le sais. Il le savait. C'est pourquoi il l'avait appelé en premier. La réunion avec Voss a eu lieu dans un parking souterrain du sud de Manhattan, ce qui signifiait que Voss avait toujours des instincts qui correspondaient à ceux de Daniel, peu importe le nombre de couches de bureaucratie sous lesquelles il travaillait. Il y avait 3 autres agents présents, tous ceux que Voss avait manifestement décidé de pouvoir faire confiance, ce qui signifiait que c'était des personnes dont la communication n'était pas passée par Farrow. Evelyn est entrée aux côtés de Daniel et a remis la clé directement à Voss, sans cérémonie. Tout est là-dessus, a-t-elle dit. Les transferts d'actifs, les comptes offshore, les procès-verbaux de conseils d'administration falsifiés et la documentation sur une précédente enquête de la CIC qui a été étouffée il y a 3 ans avec l'argent de Richard. Elle fit une pause. J'aimerais un reçu. Un des agents a presque souri. Voss ne l'a pas fait, mais quelque chose sur son visage a légèrement changé. Reconnaissance ou respect, ou les deux. Madame Hayes, a-t-il dit, je veux que vous compreniez ce qui se passe à partir de maintenant. La clé va à notre équipe d'experts ce soir. Si la documentation tient, elle tient, a-t-elle dit. Alors nous agirons lors de la réunion du conseil demain matin. Nous aurons des agents fédéraux présents. Nous arrêterons Richard Hayes avant que le vote ne soit appelé. Voss a regardé Daniel. Ce qui est viable si et seulement si Richard est disponible pour être arrêté. Il est dans le Westchester, a dit Daniel. Vous avez reçu l'adresse de mon contact. Je l'ai. J'ai redirigé 2 unités tactiques. Voss les regarda attentivement. Nous intervenons sur la propriété à 23 heures. Opération fédérale standard. Je n'ai pas besoin de l'implication de civils. Non, a convenu Daniel. Vous n'en avez pas besoin. Voss a soutenu son regard un moment. Je le pense, Daniel. Je vous ai entendu. Un autre regard. Voss était un homme prudent, le genre d'homme qui lisait ce que les gens ne disaient pas et le classait avec précision. Il a décidé, apparemment, de ne pas insister davantage. J'aurai besoin de vos dépositions à tous les deux, ce soir, si possible. Après 23 heures, a dit Daniel. Voss a hoché la tête. Il s'est tourné vers les agents et a commencé à donner des instructions. Et Daniel a reculé et s'est mis à côté d'Evelyn et a dit doucement, assez près pour qu'elle seule l'entende. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit à Voss. Elle a gardé son visage neutre. Quoi? Richard sait que la force d'intervention arrive. Pas ce soir spécifiquement, mais opérationnellement. Farrow lui a fourni des informations pendant 6 mois. Ce qui signifie que dès que Richard verra des véhicules fédéraux s'approcher de cette propriété, il s'enfuira, a-t-elle dit, ou il mettra le feu à tout. Il a un plan de secours. Les hommes comme Richard ont toujours un plan de secours. Il la regarda. La réunion du conseil de demain matin n'est pas seulement une date limite. C'est aussi une solution de repli. S'il survit à ce soir, si l'opération fédérale ne se déroule pas proprement,
Il entre dans cette salle de conseil et il fait son coup. Et tout ça, tout ce que nous avons fait, lui achète assez de temps pour rendre les preuves sans importance. Elle resta silencieuse un moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dois être sur cette propriété avant de l'arrivée des unités fédérales. Elle le regarda vivement. Daniel, pas pour engager le combat, pour m'assurer qu'il ne s'enfuit pas quand il les verra arriver. Il fit une pause. Et pour m'assurer que le plan de secours, quel qu'il soit, est retiré de la table. C'est un risque énorme. Oui, Voss vous a dit de ne pas le faire. Il m'a dit qu'il n'avait pas besoin de l'implication de civils. Il a raison. Il n'en a pas besoin. Mais il ne pourra peut-être pas le faire sans. Il a soutenu son regard. Je ne demande pas la permission. Je vous dis ce que je fais parce que vous avez le droit de savoir. Elle le regarda un long moment. Le parking était bruyant des échos des instructions de Voss et des bruits des agents qui se déplaçaient. Tout autour d'eux était en mouvement. « Je viens d'avec vous », a-t-elle dit. « Non. Daniel, vous avez fait votre part. La clé est avec Voss. La déposition sera faite ce soir. Ce que je fais maintenant, il s'est arrêté. Ce n'est plus votre combat. C'est mon oncle. Il a essayé de me faire tuer 2 fois en 2 jours. Il vole tout ce que mes parents ont construit depuis 30 ans. Sa voix était contrôlée et absolument claire. Avec tout le respect que je vous dois, c'est tout à fait mon combat. Il la regarda. Il pensa à une femme ramassant un chandelier en bronze de 5 kilos et résolvant le problème qui lui avait été posé. Il pensa aux mains sur une table et à une clé gardée dans une poche pendant 8 mois et à une femme qui ne s'effondrait pas quand la pièce où elle était assise devenait dangereuse. « Vous restez dans la voiture », a-t-il dit. « Quand les unités fédérales arriveront, vous sortez et vous allez directement voir Voss. Vous ne me suivez pas dans ce bâtiment sous aucun prétexte. » « D'accord », a-t-elle dit immédiatement et sans hésitation, ce qui signifiait qu'elle avait déjà décidé où était sa limite et qu'elle correspondait à la sienne. Marcus avait une voiture qui attendait à 2 rues du garage. Sombre, grise, banale, plaque du New Jersey. Daniel conduisait. Evelyn était assise sur le siège passager et n'a pas essayé de combler le silence, ce qu'il a apprécié. L'autoroute vers le nord était peu fréquentée à cette heure-là et la ville s'estompait derrière eux et l'obscurité des banlieues s'ouvrait autour de la route. À 21h45, son téléphone a vibré. Marcus. Les unités fédérales se déploient depuis la zone de rassemblement à 22h50. Tu as 60 minutes à partir de maintenant. Sois prudent. Il a montré le message à Evelyn sans commentaire. Elle l'a lu et a hoché la tête. À 22h10, il s'est engagé sur une route secondaire à 400 mètres de la propriété et a arrêté la voiture. Il a vérifié sa montre. Il a vérifié le 2e téléphone. Il a regardé la route sombre devant lui. « Il y a quelque chose que je veux dire », a dit Evelyn, « avant que quoi que ce soit n'arrive. » Il la regarda. « Quand vous avez franchi cette porte hier soir, elle s'est arrêtée, a organisé quelque chose en elle, a recommencé. J'ai passé 15 ans à construire quelque chose, à le construire correctement, à le construire honnêtement, à me battre pour chaque morceau dans des pièces pleines d'hommes qui pensaient que j'étais décorative. Et au cours des 2 derniers jours, j'ai regardé quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Sa voix était stable, mais il pouvait l'entendre ce que ça lui coûtait de la garder ainsi. Vous êtes entré dans ma vie et vous vous êtes battu pour elle comme si elle comptait pour vous. Comme si elle avait de la valeur. Et je sais que les raisons sont compliquées, et je sais qu'il y a des accords en jeu, et je sais que ce n'est pas... Elle s'est de nouveau arrêtée. Je veux juste que vous sachiez que je le vois. Je vous vois. Pas le dossier. La personne. Elle fit une pause. Et je suis reconnaissante d'une manière pour laquelle je n'ai pas le vocabulaire en ce moment. Il resta silencieux un moment. Il pensa à ce qu'elle avait dit dans le métro. Qu'est-ce que ça fait? Et la façon dont elle avait écouté sa réponse comme quelqu'un qui la rangeait soigneusement. Vous auriez trouvé un moyen de sortir de cette pièce vous-même, a-t-il dit. Peut-être pas une 11 secondes, mais vous l'auriez trouvé. Peut-être. Elle a presque souri, mais je suis contente de ne pas avoir eu à le faire. Il est sorti de la voiture. La nuit était froide et très silencieuse. Le genre de silence qui existait en dehors des villes où l'obscurité avait une texture réelle. Il pouvait voir les lumières de la propriété à travers les arbres.
Deux fenêtres supérieures, chaudes et stables. Il s'est tenu au bord de la route et a vérifié tout ce qu'il avait, ce qui n'était pas grand-chose. Le deuxième téléphone. Ses mains. 5 ans de rouille par-dessus 15 ans de quelque chose qui ne vous quitte jamais complètement. Peu importe avec quel soin vous le rangez. Il s'est dirigé vers les lumières. Il était à 50 mètres du périmètre de la propriété quand la porte d'entrée s'est ouverte et que Richard Hayes est sorti. Pas en courant, pas en fuyant, marchant avec la délibération tranquille d'un homme qui croyait que son argent le rendait à l'épreuve des balles. Dans un pardessus sombre, un téléphone à l'oreille, parlant à voix basse. Deux hommes le flanquaient à distance. Des gardes se déplaçant avec la posture de professionnel. Richard n'avait pas encore vu Daniel. Il regardait son téléphone, disant quelque chose de sec et de bas à quiconque était à l'autre bout du fil. Daniel a entendu son propre cœur battre pendant exactement une seconde. Puis il est sorti de l'obscurité et a dit « Richard ». Richard Hayes s'est arrêté de marcher. Il a levé les yeux. Il a vu Daniel et ce qui a traversé son visage n'était pas de la peur, ce à quoi Daniel s'attendait, mais quelque chose de plus complexe, de la reconnaissance, du calcul, et le mépris froid et spécifique d'un homme qui venait de résoudre un problème dont il cherchait la réponse. « Daniel Cross », a dit Richard. Il a dit le nom comme un homme qui avait lu le dossier. Tout le dossier, le vrai dossier, pas le dossier propre. D'une manière ou d'une autre, dans les heures qui ont suivi la nuit dernière, quelqu'un l'avait trouvé. Je me demandais quand je vous rencontrerais. Les deux gardes s'étaient déplacés. Pas de manière spectaculaire, mais ils s'étaient positionnés, s'écartant pour créer des angles difficiles à gérer simultanément. Richard est resté où il était, le téléphone tenu lâchement. « Dites-leur de se retirer », a dit Daniel. « Pourquoi ferais-je ça? » Parce que dans environ 30 minutes, cette propriété aura des véhicules fédéraux dans l'allée. Et quand cela arrivera, vous voudrez que les 30 prochaines minutes se soient déroulées très différemment de ce qu'elles s'apprêtent à être. Richard pencha légèrement la tête. Il regarda Daniel comme un homme regarde quelque chose qu'il essaie de classer correctement. « Vous pensez pouvoir me menacer, a-t-il dit. Je ne vous menace pas. Je vous dis ce qui est vrai. » Daniel a gardé sa voix égale. La clé est avec Voss. La réunion du conseil de demain ne change rien à ça. Il n'y a aucune version de demain matin où vous entrez dans cette salle de conseil et gagnez. Cette fenêtre est fermée. Il fit une pause. Mais il y a une autre fenêtre, plus petite, et elle se ferme dans environ 29 minutes. Richard ne dit rien. Il écoutait. C'était déjà quelque chose. Un homme qui avait fini d'écouter ne restait pas dans le froid pendant qu'un étranger parlait. Il écoutait parce qu'il calculait encore, cherchant toujours l'angle. « Quoique Aquitas est autorisé pour ce soir, a dit Daniel, annulez-le. » Quelque chose a vacillé sur le visage de Richard. « Je ne sais pas ce que... » Richard. Daniel a dit son nom avec une patience qu'il ne ressentait pas. « Je suis au courant pour Aquitas. Je suis au courant pour Farrow. Je suis au courant pour la propriété du Westchester. C'est pourquoi je suis dedans au lieu d'être à votre adresse de Tribeca. » Il laissa cela s'installer. Je le sais parce que c'est le genre de choses que je sais. Ce qui devrait vous dire quelque chose sur le genre d'homme avec qui vous avez affaire. Les gardes n'avaient pas bougé. Richard n'avait pas bougé. La nuit était très silencieuse. Vous avez essayé d'utiliser ma fille, a dit Daniel. Et voilà, la chose sous les faits, la chose qu'il avait maintenue plate et stable depuis ce matin parce qu'il ne pouvait pas se permettre de la laisser faire surface tant qu'elle était encore en mouvement. Il la laissa faire surface maintenant, juste assez, juste pour que Richard puisse la voir clairement. C'est la chose que je veux que vous compreniez. Vous pouvez faire des calculs sur les enquêtes fédérales et les réunions du conseil et les comptes offshore et tout ce que vous avez construit et tout ce que vous pensez pouvoir encore sauver, mais vous avez fait le choix d'utiliser une fillette de 6 ans. Et ce choix spécifique, est la raison pour laquelle je suis ici au lieu de laisser les unités de Voss s'en occuper. Richard le regarda. Pour la première fois depuis qu'il était sorti, quelque chose sur son visage était moins certain qu'auparavant. « Que voulez-vous » a dit Richard. « Annulez ce que vous avez autorisé avec Aquitas ce soir, dans les 5 prochaines minutes sur une ligne enregistrée que je peux vérifier. » Daniel fit un pas en avant. Et puis vous rentrez à l'intérieur et vous vous asseyez et vous attendez que les unités fédérales arrivent et vous n'aggravez pas la situation plus qu'elle ne l'est déjà.
Un long silence y a été dit. Les gardes regardaient Richard. Richard regardait Daniel. « Et si je ne le fais pas ?» a dit Richard. Daniel le regarda fixement. « Alors les 30 prochaines minutes deviennent très compliquées pour tout le monde, y compris vous. » Il fit une pause, mais surtout pour les hommes que vous avez autorisés ce soir, parce qu'ils se dirigeront vers des cibles que j'ai déjà déplacées, et quand ils trouveront des pièces vides au lieu de ce qui leur avait été promis, il laissa cette phrase se terminer là où elle se terminait. Richard Hayes était un homme qui avait opéré toute sa vie à la lisière des conséquences. Assez prêt pour les sentir, mais jamais assez prêt pour les toucher. Protégé par l'argent et les avocats, et l'armure spécifique d'un homme qui n'avait jamais été tenu responsable de quoi que ce soit. Il n'avait aucun cadre pour un homme qui se tenait dans le noir devant sa planque et le regardait sans colère, sans peur, sans rien d'autre que la conviction absolue de quelqu'un qui avait fait un calcul et l'avait trouvé complet. Il regarda Daniel un long moment, puis il regarda le téléphone dans sa main, puis il composa un numéro. Daniel se tenait dans le froid et écoutait Richard Hayes annuler l'autorisation, et les mots étaient secs et furieux et humiliants de la manière dont toutes les retraites sont humiliantes. Et quand ce fut fait, Richard baissa le téléphone et le regarda avec un regard plat et final d'un homme qui comprenait que c'était fini. « Vous savez que ça ne change rien, » a dit Richard. « Le dossier fédéral. »« Ça change tout, » a dit Daniel. « Rentrez, Richard. » À 22h51, les premiers phares sont apparus au bout de la route. Daniel a reculé dans l'ombre de la lisière des arbres. Il a regardé les véhicules fédéraux remonter l'allée, lisses et disciplinés. Il a regardé les agents se déployer. Il a regardé Richard Hayes se tenir sur les marches de la propriété et ne pas fuir, parce qu'il n'y avait nulle part où fuir, parce que les angles avaient été fermés dans toutes les directions, parce que le calcul avait finalement manqué de place. Il les a regardés mettre les menottes à Richard Hayes, et il s'est tenu dans le noir et a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Pas de la satisfaction, exactement. Pas du soulagement, mais le silence spécifique d'une chose achevée. Un poids déposé après un très long portage. Son téléphone a vibré. « Evelyn, je vois les véhicules. Je vais voir Voss. Tu vas bien? » Il a regardé le message un moment. Il a répondu « Ouais, vas-y. » Il est resté dans la lisière des arbres un moment de plus, écoutant le son de l'opération fédérale qui se déroulait, clair et procédural dans l'air froid. Puis il s'est retourné et a marché à travers l'obscurité vers la route, vers la voiture grise banale, vers ce qui allait suivre. La voix de Lily était dans sa tête. Bien, ferme et posée, la façon dont elle disait tout ce qui comptait. Il a marché plus vite. Les dépositions ont duré jusqu'à 2 heures du matin. Daniel était assis sur une chaise pliante dans une zone de rassemblement fédéral improvisée. Une salle de conférence louée dans un immeuble de bureau de Westchester qui sentait le nettoyant pour moquette et le café rassis. Et il a répondu aux questions de Voss de la même manière qu'il avait répondu aux questions du détective 2 nuits auparavant au restaurant. Simplement, factuellement, sans embellissement. Il a décrit la librairie, le diner, le trajet sur l'autoroute vers le nord, et ce qui s'est passé à la limite de la propriété dans le froid et l'obscurité. Il n'a pas décrit la version de lui-même qui avait traversé ces événements. Les calculs, les vieux réflexes, la partie de lui qui n'était jamais vraiment partie, juste devenue silencieuse. Voss, à son crédit, n'a pas insisté sur la plupart des points. Il a demandé ce dont il avait besoin, a noté ce qu'il a obtenu et a laissé le reste de côté. Evelyn était dans la pièce voisine, donnant sa propre déposition. Daniel pouvait entendre sa voix à travers le mur. Mesurée, précise. La même contenance qu'elle avait eue à chaque heure des 2 derniers jours. Il a pensé à ce qu'elle avait dit dans la voiture avant qu'il ne sorte. « Je vous vois, pas le dossier, la personne. » Il a pensé au temps qui s'était écoulé depuis que quelqu'un lui avait dit ça et le pensait. Quand Voss est revenu pour le dernier tour, il a posé un dossier sur la table entre eux et l'a poussé sans commentaire. Daniel l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un document. 4 pages, signé, avec un en-tête qu'il reconnaissait d'une vie antérieure. Il l'a lu attentivement. Tout, de la manière dont on lit quelque chose quand on a appris à ne pas faire confiance au résumé. Son identité sécurisée, son histoire scellée. Le nom, l'école et l'adresse de Lily protégés à un niveau qui résisterait à une enquête sérieuse. Et une page de plus.
celle sur laquelle il avait posé des questions au téléphone ce premier matin, que Voss avait promise dans un parking. Quoi qu'il ait été avant Daniel Cross, ce dossier était clos. Pas effacé, pas détruit, mais scellé d'une manière qui signifiait qu'il ne referait jamais surface en lien avec lui ou sa fille sans l'autorisation de personne qui lui devait en cela. Il a levé les yeux du document. Voss le regardait avec l'attention prudente d'un homme attendant un verdict. C'est réel, a dit Daniel. Pas une question. C'est réel. Contresigné cet après-midi par des personnes 2 niveaux au-dessus de moi. Voss fit une pause. Je tiens ma parole, Daniel. Daniel a fermé le dossier. Il l'a tenu dans ses 2 mains un moment. Cette petite pile de papier, qui était de la différence entre une vie à toujours regarder en arrière et une vie qui pouvait regarder vers l'avant. Il avait porté le poids de l'autre sorte pendant 5 ans. Il n'avait pas compris jusqu'à ce moment à quel point il s'y était complètement habitué. Farrow, a-t-il dit, c'est réglé. Le traitement de sa fille est couvert par un programme d'assistance médicale fédérale. Légitime, durable, aucune condition liée à Richard Hayes. Farrow coopérera pleinement à l'enquête. Son avocat a déjà pris contact. Voss fit une pause. Il a pleuré quand nous lui avons parlé de la couverture médicale. Un homme adulte, un enquêteur de carrière. Il s'est assis là et a pleuré. Un temps, je n'aime pas cette partie du travail. Il ne voulait pas être ce qu'il est devenu, a dit Daniel. Non, il voulait que sa fille vive. Voss le regarda. Ça vous dit quelque chose? Daniel n'a pas répondu à ça. Il n'en avait pas besoin. Il a mis le dossier dans sa veste et s'est levé. Son corps a ressenti les dernières 48 heures d'un seul coup. Pas douloureusement, mais avec la conscience sourde et complète d'une machine qui avait été poussée à fond et qu'on laissait maintenant tourner au ralenti. Il était fatigué d'une manière presque confortable, le genre de fatigue qui signifiait que quelque chose était terminé. L'avocat de Richard fait déjà du bruit, a dit Voss, se levant avec lui. Audience pour la caution demain après-midi. Mais avec la documentation de la clé et la coopération de 2 de ses propres hommes, le dossier est solide, il tiendra. Il fit une pause. La réunion du conseil a été reportée. La SEC a été avertie. La position d'Evelyn est sûre. Elle l'a mérité, a dit Daniel. C'est vrai. Voss lui a tendu la main. Vous aussi. Daniel la lui a serrée, ferme et brève. La poignée de main de 2 hommes qui avaient travaillé côte à côte sans jamais être entièrement du même côté et qui respectaient cette distinction. Si jamais vous voulez avoir une conversation différente, a dit Voss, sur ce qui vient après la plonge, mon numéro ne change pas. Daniel a presque souri. Je garderai ça à l'esprit. Il est sorti. Evelyn était dans le couloir, son manteau remis, regardant son téléphone. Elle a levé les yeux quand il est sorti, puis quelque chose sur son visage s'est apaisé. La détente spécifique de quelqu'un qui avait retenu son souffle sans le savoir et venait de le laisser partir. « Fini ?» a-t-elle dit. « Fini. » Ils sont sortis du bâtiment ensemble dans le froid du petit matin, et aucun d'eux n'a rien dit pendant un moment. Parce que certaines choses qui ont traversé ce qu'ils avaient traversé au cours des 2 derniers jours ont besoin d'un moment de silence avant de devenir des mots. Une voiture attendait. Voss l'avait arrangé. Un chauffeur qui les ramènerait tous les 2 en ville. Ils sont montés et le chauffeur n'a pas parlé et l'autoroute s'est déroulée devant eux dans le noir et la ville a commencé à réapparaître à l'horizon. Cette lueur orange permanente que New York projetait contre le ciel nocturne comme si elle était trop pleine d'elle-même pour s'éteindre. Le conseil se réunira dans 2 semaines, a dit Evelyn. Pas lourdement, juste un fait. Il y aura un audit complet. 3 des membres du conseil que Richard avait dans sa poche ont déjà été priés de se retirer. L'entreprise va... Elle fit une pause. Ça va aller. Ça prendra du temps, mais ça ira. Ouais, a dit Daniel, ça ira. Elle le regarda de côté. Vous avez l'air très sûr de ça. J'ai vu ce que vous faites sous pression. Vous vous en sortirez. Elle resta silencieuse un moment, puis « Je veux vous payer correctement. Pas comme une transaction. Je sais que vous allez objecter au mot compensation, mais comme un reflet de ce que cela valait. L'entreprise, la clé, ma vie. » Elle se tourna vers lui. « Dites quelque chose de réel. Pas rien. Ne dites pas rien. » Il y a réfléchi, vraiment réfléchi au lieu de dévier, parce qu'elle avait demandé sérieusement et elle méritait une réponse sérieuse.
et parce que ça faisait longtemps que quelqu'un ne lui avait pas demandé ce qu'il voulait et attendu une vraie réponse. L'école de Lily, a-t-il dit. Elle est à l'école publique 87 en ce moment. Elle est intelligente, elle est très, très intelligente, et elle est dans une classe qui n'est pas... C'est bien, mais ce n'est pas assez pour elle. Il fit une pause. Il y a une école dans l'Upper West Side. J'ai regardé il y a 2 ans, puis j'ai laissé tomber parce que les chiffres ne collaient pas. Considérez que c'est fait. Je n'ai pas fini. Elle a attendu. Pas comme une œuvre de charité, comme un prêt. Je le rembourserai. Il a croisé son regard. J'ai besoin que ce soit quelque chose que j'ai gagné, qu'elle a gagné. Est-ce que ça a du sens? Evelyn le regarda un long moment. Ça a parfaitement du sens, dit-elle doucement. Et ça me dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur vous. Elle fit une pause. Prêt, avec un taux raisonnable, que je déterminerai, et il sera très raisonnable. Il hocha la tête. Ils ont fait le reste du trajet jusqu'à la ville dans un silence qui avait perdu toute sa tension et était devenu autre chose. Le calme facile de 2 personnes qui avaient traversé quelque chose de réel ensemble et n'avaient pas besoin de fabriquer une conversation pour combler l'espace que cela avait laissé. Alors que la voiture rentrait dans Manhattan, Evelyn a dit, sans le regarder, en regardant la ville qui s'élevait autour d'eux, « Vous êtes un homme bien, Daniel. » Il n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé par la fenêtre les rues qui se réveillaient dans l'obscurité d'avant l'aube, les camions de livraison et les travailleurs du matin, et le courant sous-jacent permanent et agité de la ville. « J'essaie de l'être, a-t-il dit. C'est la réponse la plus honnête que j'ai. » Il était à la porte de la sœur de Claire à Montclair, dans le New Jersey, à 6 heures du matin. La sœur de Claire, elle s'appelait Patricia, et elle avait les mêmes yeux stables que Claire, et la même qualité de calme que Daniel commençait à penser être soit génétique, soit le produit d'une connaissance exacte de qui vous étiez. Elle a ouvert la porte avant qu'il ne frappe. Elle avait entendu la voiture. « Elle dort encore, a dit Patricia. Madame Reyes est dans la chambre d'amis. Elles se sont toutes les deux endormies, comme des masses vers 21 heures. Merci, a-t-il dit, pour tout ça. » Patricia le regarda de la manière dont les femmes qui en ont beaucoup vu regardent les hommes qui en portent beaucoup, c'est-à-dire directement et sans sentimentalisme. « Elle a parlé de vous, a-t-elle dit. Votre fille, avant de s'endormir, elle a dit à mes enfants que son père était la meilleure personne qu'elle connaissait. Il n'a rien dit à cela. Il ne le pouvait pas, exactement. Elle est au bout du couloir, a dit Patricia en s'écartant. Deuxième porte. Il a descendu le couloir doucement, de la même manière qu'il avait traversé la cuisine d'Ardent 2 nuits auparavant. Aucun mouvement gaspillé. Chaque pas placé. Mais la similitude s'arrêtait là. Il ne se dirigeait pas vers quelque chose de dangereux. Il se dirigeait vers la seule chose qui avait jamais donné un sens à tout ça. Il a poussé la deuxième porte lentement. Lily était recroquevillée sur le côté dans un lit étranger, dans une maison étrange avec son lapin en peluche sous le menton. Ses cheveux étaient sur son visage. Elle respirait au rythme lent et profond d'un enfant qui était complètement en sécurité et complètement certain de l'être, même dans son sommeil. Il s'est assis sur le bord du lit, en faisant attention de ne pas la réveiller. Il est resté assis là un moment. Il a pensé à la salle à manger et aux 11 secondes et à la façon dont tout cela avait commencé. Il a pensé à Marcus et Voss et à un parking et à une propriété de Westchester et à Richard Hayes menotté dans le froid. Il a pensé à Evelyn sur le siège avant d'une voiture grise demandant ce qu'il voulait et attendant vraiment la réponse. Il a pensé à un dossier dans sa veste qui signifiait que Lily n'aurait jamais à savoir ce que son père avait été avant d'être son père. Lily a bougé. Elle a bougé un bras. Puis elle est redevenue immobile et puis, entre une respiration et la suivante, elle était réveillée, clignant des yeux vers lui dans la faible lumière du petit matin, avec ses yeux directs et sérieux. « Papa, dit-elle, pas surprise, juste confirmant. « Salut, ma puce. » Elle s'est assise lentement, repoussant ses cheveux de son visage. Elle l'a regardé attentivement, comme elle le faisait toujours, faisant l'inventaire, lisant les choses qu'il ne disait pas. Elle a regardé ses mains, son visage, la qualité particulière de son immobilité. « C'est fini, a-t-elle dit. Il a regardé sa fille, 6 ans, vive comme une lame, portant tout en silence, de la même manière qu'il avait vu sa mère tout porter en silence avant elle. Elle avait demandé « La personne que tu as aidée va bien ?»
avant de demander quoi que ce soit sur elle-même. Elle avait dit, bien, quand elle avait appris que les hommes venus lui faire du mal respiraient encore. Elle était la meilleure chose qu'il ait jamais faite, et elle l'avait faite elle-même, principalement. Ouais, a-t-il dit, c'est fini. Elle le regarda un autre moment, puis elle a grimpé sur ses genoux et a mis ses deux bras autour de lui, le lapin toujours à la main, et a pressé son visage contre sa poitrine. Et il l'a tenu avec ses deux bras et s'est laissé être très immobile. On peut rentrer à la maison, a-t-elle dit, sa voix étouffée contre sa veste. Bientôt. On dira au revoir à Madame Reyes et on remerciera Patricia. On pourra avoir des pancakes en rentrant. C'est vendredi. Les pancakes, c'est le mardi, a-t-elle dit, se reculant pour le regarder avec la gravité de quelqu'un qui signale une erreur factuelle. C'est vendredi. Je pense qu'on a droit à des pancakes le vendredi cette semaine, a-t-il dit. Circonstances spéciales. Elle y a réfléchi. C'est quoi des circonstances spéciales? Quand quelque chose qui vaut la peine d'être célébré est arrivé. Elle a considéré cela avec le sérieux qu'elle accordait à tout. C'est une bonne ou une mauvaise chose que ça vaille la peine d'être célébré? Il a regardé son visage, le petit visage attentif qui avait été la raison de chaque décision qu'il avait prise pendant 5 ans. Chaque pas couvert. Chaque ombre parcourue avec précaution. Chaque matin à se lever et à faire la plonge dans la cuisine de quelqu'un d'autre, et à être invisible, et à être reconnaissant pour l'invisibilité parce que cela signifiait qu'elle était en sécurité. Tout ça. Chaque jour, si on valait la peine. Bien, a-t-il dit, c'est une bonne chose. Elle hocha la tête, satisfaite. Alors on peut avoir des pancakes. Madame Reyes a pleuré quand elle l'a vu. Pas de manière élaborée, juste 2 larmes rapides qu'elle a écartées du même geste qu'elle lui avait fait quand il s'était excusé. Comme si le sentimentalisme était un inconvénient administratif mineur à traiter et à dépasser. Tu as fini, a-t-elle dit, signifiant tout, absolument tout. J'ai fini. Elle hocha la tête sèchement. Alors nourris ta fille. Il les a ramenés à Manhattan dans une voiture de location dans la lumière du petit matin. Madame Reyes à l'arrière avec Lily. Les deux parlant dans le mélange particulier d'anglais et d'espagnol qu'elles avaient développé au cours de 2 ans de mardi soir. Et Daniel conduisait et les écoutait, et regardait le pont approcher, et la ville s'ouvrir à nouveau autour d'eux. Leur rue était exactement la même. C'était toujours le cas. La ville n'avait aucun intérêt à reconnaître ce qui se passait dans son sein. Il a déverrouillé l'appartement. Lily est allée directement dans sa chambre pour poser le lapin et est revenue avec une détermination qui signifiait qu'elle avait pris une décision dans les 40 secondes où elle était partie. « J'aide pour les pancakes », a-t-elle dit. « D'accord. Je sais comment casser les œufs maintenant. Madame Reyes m'a montré. Voyons ça. » Elle a cassé 2 œufs avec une grande concentration et seulement une petite quantité de coquilles, que Daniel a retiré sans commentaire. Elle a mal mesuré la farine et il a ajusté sans lui dire qu'il ajustait. Elle a remué avec un enthousiasme excessif et de la pâte a atterri sur le comptoir. Et elle l'a regardé de côté pour voir s'il réagirait. Et il n'a pas réagi. Il a fait les pancakes. Elle se tenait sur le tabouret à côté de lui et regardait les bulles se former à la surface. Et disait « maintenant » au moment exact à chaque fois, ce qui signifiait qu'elle avait fait attention depuis le début. Ils ont mangé à la table de la cuisine. Lily a parlé des enfants de Patricia, du trajet vers le New Jersey, d'un rêve qu'elle avait fait dans le lit étranger, d'un chien qu'elle voulait. Cette conversation n'était pas nouvelle. La campagne pour le chien était en cours et sophistiquée. Daniel a mangé ses pancakes et l'a écouté et a laissé la matinée être ce qu'elle était. Ordinaire. Chaleureuse. Pleine des petits détails fiables que 5 ans de vie prudente et invisible avaient servi. Le tabouret, la pâte sur le comptoir, la lumière particulière du matin à travers la fenêtre de la cuisine. Son téléphone a vibré. Il l'a regardé. Evelyn, conseil informé, entreprise stable. Communiqué de presse dans 1 heure. Merci, Daniel. Pour tout. Il a retourné le téléphone, écran vers le bas. Il y aurait d'autres appels. Voss aurait des questions de suivi. Marcus appellerait pour avoir la conversation qu'il avait promise sur les choix et les conséquences. Le monde continuerait d'exiger des choses de lui, comme il l'avait toujours fait. Mais en ce moment, sa fille lui parlait d'un chien qu'elle avait décidé de nommer Capitaine et expliquait son raisonnement avec une minutie qui suggérait qu'elle développait cet argument depuis des semaines. Et les pancakes étaient bons.
Et la matinée était ordinaire, et la fenêtre était pleine de lumière. Il a mis son téléphone dans sa poche. Il a regardé Lily de l'autre côté de la table, du sirop sur le menton, complètement imperturbable. Et il a senti quelque chose qui avait été enroulé serré en lui pendant 5 ans se relâcher, silencieux et complet, comme une respiration qu'il avait retenue sans le savoir. Enfin lâché. Il avait passé 5 ans à être invisible. Il avait passé 2 jours à être nécessaire. Et maintenant, assis dans sa propre cuisine dans la lumière ordinaire d'un vendredi matin, faisant des pancakes pour une fillette de 6 ans qui nommait ses animaux en peluche, cassait mal les œufs et disait bien quand elle apprenait que des gens blessés respiraient encore. Il a compris, avec la clarté de quelque chose enfin vu à la bonne distance, que c'était toujours vers cela qu'il s'était battu. Pas une mission, pas un but, pas une rédemption dans un sens dramatique. Juste ça. La table, le sirop, le matin, la voix de sa fille remplissant la pièce. La vaisselle pouvait attendre. Daniel Cross était à la maison. Et pour la première fois depuis très longtemps, son foyer était exactement ce qu'il lui fallait. Dans les semaines qui ont suivi, Richard Hayes a été inculpé de 18 chefs d'accusation fédéraux, dont la fraude électronique, l'obstruction à la justice et la conspiration en vue de commettre un meurtre. Il ne siégerait plus jamais à un conseil d'administration. Evelyn Hayes s'est présentée devant les actionnaires de son entreprise, les preuves livrées et le dossier corrigé. Et elle a construit quelque chose de plus fort à partir de ce qui restait, de la manière dont les gens qui ont survécu au pire font souvent. La fille de Dennis Farrow a commencé une nouvelle série de traitements ce mois-là, payés en totalité. Et Farrow a passé l'année suivante à coopérer avec les enquêteurs fédéraux qui ont trouvé, avec son aide, 2 autres affaires que Richard avait enterrées, et dans un appartement du 4e étage de l'Upper West Side. Une petite fille a commencé une nouvelle école en septembre et est rentrée le premier jour avec une peinture qu'elle avait faite. D'une maison jaune avec une porte rouge, 2 silhouettes devant et une nouvelle addition. Un grand chien marron nommé Capitaine. Daniel l'a mis sur le réfrigérateur où il pouvait le voir chaque matin. Certaines choses que vous gardez non pas parce que vous le devez, mais parce qu'elles vous rappellent tout ce qui en valait la peine. C'en était une.